Bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier débat spécial élection sur BX1. Tous les soirs pendant 2 semaines, BX1 va vous proposer d'aller en profondeur dans les programmes et dans les propositions des uns et des autres en donnant la parole aux principaux acteurs de ces élections. Ce soir, premier débat, nous recevons les têtes de liste à la Chambre dans l'arrondissement de Bruxelles. Et la règle pour pouvoir participer à ce débat, c'était d'avoir au moins un élu dans l'Assemblée sortante. Il y a donc 6 partis autour de la table. Nous accueillons Elisabeth de Gries. Bonjour. Tête de liste pour les engagés, Caroline Désir. Bonjour. Pour le Parti socialiste, François de Smet pour le Parti Défi. Bonsoir. Nabil Boukili. Bonsoir. Pour le PTB, Valérie Glatini pour le Mouvement réformateur. Bonsoir. Et Raja Mawan pour Écolo. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à tous les 6 et on précise que votre ordre de placement autour de la table ainsi que la première prise de parole a été désigné par un tirage au sort. Dans ce débat, nous parlerons de pouvoir d'achat, d'énergie, mais aussi de politique étrangère. Mais on va commencer par une thématique qui s'est sans doute imposée ces derniers mois comme étant l'une des principales préoccupations des Bruxellois, c'est la sécurité. Voici quelques impressions recueillies ce matin dans les rues de Bruxelles par Sabine Ringelheim. Il faut avoir plus de policiers, je trouve. Hein. Moi, je trouve que la justice soit plus ferme. Des amendes, des punitions, je pense que la police elle est déjà partout. Passer beaucoup plus aussi par la sensibilisation, aller dans les quartiers, parler avec des gens, renouer le lien social. Vous voyez, il n'y a pas que la répression. Il faut attaquer à la cause en fait, il faut attaquer les injustices sociales, les problèmes de précarité, les problèmes de discrimination, de racisme, d'intolérance. Peut-être que si on commence par là, on pourra après ça limiter les insécurités, je pense. Alors, on va donc commencer par Elisabeth de Gries. Plus de policiers, une justice plus ferme, mais aussi de la prévention. Les citoyens qu'on a entendus, ils ont tout juste. Est-ce que l'État fédéral a rempli son rôle ces dernières années ? D'abord, ils ont tout juste, effectivement, vous le dites, et je partage les différents éléments qui ont été partagés par les citoyens. Il faut travailler sur tout. Est-ce que l'État fédéral a rempli ses obligations ? Non, clairement non. En tout cas, en matière d'engagement de policiers, on est en dessous de ce qui devrait être fait pour qu'on puisse ne pas avoir de manque de policiers. Aujourd'hui, on a une norme en Belgique qui identifie le nombre de policiers nécessaires. On manque de plus de 3500 policiers en Belgique. Et donc, c'est un résultat des décisions des 2 précédents gouvernements, suédois et Vivaldi, puisque les budgets n'ont pas été prévus pour engager suffisamment de policiers. Et donc, si on devait maintenant rattraper le retard, il faudrait 9 ans où chaque année, on engagerait réellement 1600 policiers. Donc je sais que des chiffres sont sortis en disant qu'on était à 1600, c'est pas vrai. On est à 1600 personnes jugées aptes, mais on tourne plutôt autour de 1200 qui sont réellement rentrés dans les académies de police. Et donc ça, pour nous, c'est une priorité. La priorité, plus de policiers. Caroline Désir. Oui, alors effectivement, c'est un sujet qui nous préoccupe beaucoup pendant cette campagne en général, parce qu'on doit protéger mieux les Bruxellois. Je dirais qu'il y a pour nous 2 choses. D'abord, la violence qui est liée à la criminalité organisée et au trafic de drogue d'envergure, dans une proportion qu'on n'a sans doute jamais connue à Bruxelles. Et deuxièmement, un sentiment d'insécurité plus quotidien que les gens dans nos quartiers vivent, qui vivent dans les stations de métro, dans les gares, etc., et contre lequel on doit également lutter. Je pense que la première chose à faire, c'est d'abord réprimer le trafic de drogue par sa porte d'entrée, qui est le port d'Anvers, en continuant à renforcer les contrôles des douaniers. Jusqu'à pas si longtemps, on contrôlait un conteneur sur 40, et donc on sait que la drogue se déverse en Belgique et dans l'Union européenne par la porte d'entrée qui est Anvers. Ça ne veut pas dire évidemment qu'on ne doit pas prendre nos responsabilités à Bruxelles, on doit le faire aussi bien sûr, mais c'est vrai qu'on est encore en train de payer les mesures d'austérité du gouvernement MRNVA, où on a coupé dans les dépenses à la fois de la police et de la justice. La Vivaldi a dégagé des moyens pour engager les policiers, on n'a pas encore rempli absolument tous les cadres comme ils étaient prévus, mais on court derrière et on a perdu, il faut quand même le savoir, des années dans la lutte contre le trafic et la criminalité organisée. Nous, ce que nous demandons, c'est 10 000 policiers supplémentaires. On doit renforcer d'urgence la police judiciaire fédérale, mais aussi renforcer nos zones de police bruxelloises qui sont sous-équipées depuis des années. On doit faire ce travail aussi de police de proximité dans les quartiers. On donne la parole à François de Smet. Alors, on a une fusillade tous les 3 jours, et c'est vrai qu'il y a un phénomène d'aggravation. C'est vrai aussi qu'on paye le désinvestissement de la suédoise et le fait que la Vivaldi n'ait pas récupéré suffisamment vite et suffisamment fort le nombre de policiers, aussi le nombre de magistrats. Alors parfois pour des bonnes raisons on a du mal à trouver des gens, mais aussi parfois pour des mauvaises, notamment linguistiques. Donc il y a aussi des simplifications que l'État peut faire. Je rejoins ce qui a été dit sur le renfort de policiers, notamment à la police de terrain. Je suis saisi par le fait que très peu de gens connaissent son agent de quartier, parce qu'il y en a plus beaucoup, et que la police locale a été très cruellement
desservis. En effet, il faut réviser la norme KEL qui est très défavorable aux grandes villes. Et comme on est entre bruxellois, moi je voudrais bien qu'une des priorités des partis bruxellois au fédéral, c'est de s'amener avec ce genre de choses directement dans la conclusion d'un accord parce que les Bruxellois s'oublient eux-mêmes. Mais l'autre volet, à cause du narcotrafic et de ses spécificités, c'est qu'il ne faut pas juste du bleu dans les rues, il en faut aussi derrière les écrans. Nous avons abandonné malheureusement une forme de spécialisation que nous avions et nous avons du retard. Nous avons affaire à des réseaux ultra sophistiqués, extrêmement riches, avec des moyens de corruption vis-à-vis de très grandes personnes. Et donc, il vous faut aussi des enquêteurs plus spécialisés qui sont capables de décrypter des téléphones, de décrypter des réseaux. Et ça demande un parquet national financier et un secrétaire d'État à la lutte contre la criminalité organisée comme nous le proposons. C'est une des propositions de défi. Nabil Boukili. Oui, l'insécurité à Bruxelles, elle est liée au trafic de drogue et à la grande criminalité. Ça, c'est les points principaux de cette insécurité. Et je pense qu'il faut y répondre de manière globale et pas avec des one-shots. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de stratégie au niveau fédéral pour répondre à la question. Est-ce que le fédéral a rempli son rôle? Non, parce qu'il n'y a pas eu une vision globale. On connaît quels sont les manquements sur le terrain. On a déjà eu des auditions. On sait, les agents de terrain nous ont communiqué quels étaient leurs besoins. Et on n'a pas répondu à ces besoins. Il faut absolument renforcer la police judiciaire fédérale pour qu'elle puisse faire ses enquêtes et démanteler les réseaux. Quand on dit que la porte d'entrée de la drogue en Belgique et en Europe, c'est le port d'Anvers, alors il faut renforcer les services de douane. Aujourd'hui, on contrôle un conteneur sur 100. Ce n'est pas acceptable. Il faut faire plus. Donc, il faut renforcer la douane et surtout, il faut suivre les criminalités par l'argent, et il faut investir au fait dans le contrôle fiscal qui va, parce que ces grands criminels, ils doivent blanchir cet argent. Donc c'est comme ça qu'on peut les attraper aussi et investir dans une police de sécurité dans les quartiers où on crée un lien avec les habitants, avec les associations de quartier pour aussi créer un climat de sécurité et aussi des polices de proximité connaissent mieux leur quartier au lieu d'avoir une police d'intervention qui intervient de temps en temps. Il faut créer une présence policière de proximité à long terme. Valérie Glatini. Oui, moi je voulais d'abord commencer par tordre le cou à une contre-vérité. C'est faux que nous avons sous-financé la police fédérale. Il y a une augmentation de 25%. C'est pas moi qui le dis, c'est un fact-checking qui a été réalisé par la RTBF. Je pense que c'est une façon de se défausser sur d'autres. Ça date d'il y a 10 années et on voit qu'il y a une forme d'angélisme de la part des partis de gauche. Et je pense qu'il n'y a pas eu de prise de conscience de la gravité de la situation. Il y a des quartiers entiers qui sont gangrenés par le trafic de drogue. Et donc, il y a eu un ping-pong de responsabilité. Donc, j'ai entendu le ministre-président socialiste dire qu'il n'y avait pas de zone de non-droit à Bruxelles. J'ai entendu toute une série de choses. On se passe les responsabilités. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un grand plan national de lutte contre l'insécurité urbaine, avec bien sûr plus de policiers dans les rues et dans les quartiers gangrénés par le narco-banditisme, mais aussi une réponse à une forme de blues des Bleus. Donc les policiers ils font très bien leur boulot, mais quand 3 jours après, il y a une personne appréhendée avec de la drogue qui est relâchée, eh bien ça crée évidemment de l'incompréhension, une forme de perte de sens. Donc nous sommes en faveur d'une comparaison immédiate et bien sûr aussi d'un durcissement des peines, parce qu'on voit bien qu'il y a une forme de découragement des policiers sur le terrain. Et aussi, on veut passer un message très clair par rapport aux consommateurs. Et je trouve que le message porté par certains partis est flou. Donc le message, et en particulier aux jeunes, c'est ne consommez pas en raison des risques que vous prenez pour votre santé et aussi pour votre sécurité. Je pense que les consommateurs doivent être conscients qu'ils alimentent les organisations criminelles. Et donc le message, il doit être tout à fait clair et non ambigu. Alors on termine ce premier tour de table avec Raja Mawan. Effectivement, mais d'abord dire qu'effectivement, cette insécurité, tous les sentiments qu'elle génère, elle nous préoccupe beaucoup. C'est une priorité pour les écologistes de maintenir la sécurité de tout le monde dans tous les quartiers, de protéger les familles de ces problèmes. On l'a dit et les collègues l'ont pointé, on fait face à un problème de drogue énorme et Bruxelles n'est pas une île. Bruxelles n'est pas toute seule à pouvoir apporter des solutions. On voit qu'il y a aussi au niveau d'Anvers un vrai problème et quoi qu'en dise Madame Glatini, et je comprends qu'elle soit mal à l'aise, parce qu'on constate que quand la droite est toute seule au pouvoir, elle définance la sécurité, elle définance la justice, elle définance la police, elle définance la justice. Et donc ce qu'on paye aussi aujourd'hui, même si la Vivaldi a fait des efforts, mais qui ne sont sans doute pas suffisants, puisque c'est un réel enjeu fondamental, effectivement la Vivaldi a réinvesti dans la police de chemin de fer, dans la police de quartier. C'est ce qui manque aussi, c'est une police de proximité. On a du mal à remplir nos cadres avec des policiers qui connaissent réellement la réalité bruxelloise. Et alors, juste un petit ajout, effectivement, il faut aussi réinvestir massivement dans la lutte contre la fraude fiscale. Al Capone
un grand bandit bien connu, il n'est pas tombé sur une histoire de drogue, il est tombé sur une histoire de fraude fiscale. Et c'est là aussi on doit pouvoir engager des inspecteurs, puisque un inspecteur va coûter 50 000 €, il va en rapporter jusqu'à 500 000 et tomber sur des gros bonnets. C'est là aussi on va pouvoir assécher ce grand danger qu'est les trafics de drogue à l'international. Alors, je vous propose qu'on continue quand même un petit peu sur la sécurité. J'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin après cette première prise de parole des uns et des autres. Et on va peut-être avoir là un débat un petit peu plus libre maintenant que tout le monde a pu parler une première fois. In van Wilmersch, qui est la commissaire nationale aux drogues, a fait une série de propositions, notamment de permettre des saisies quand on a des soupçons a priori sur un patrimoine et de demander qu'on prouve l'origine de l'argent qui a permis d'acheter un bien immobilier ou une voiture, qu'on puisse aussi lever le cryptage sur les messageries cryptées. Certains d'entre vous sont favorables à la légalisation de la consommation de drogue. Alors de quelle drogue on parle? Est-ce que c'est uniquement le cannabis ou est-ce qu'on va plus loin? Et puis certains d'entre vous aussi sont favorables à la fusion des polices et d'autres ne le sont pas. Alors j'aimerais bien vous entendre sur l'un ou l'autre de ces thèmes. On va peut-être commencer dans l'autre sens. On va peut-être commencer donc par Rajam Awan. Sur quoi? Un des thèmes. Qu'est-ce qui vous semble nécessaire pour aller un peu plus loin? Mais pour nous, ce qui est important, effectivement, je l'ai dit, c'est de protéger les familles, c'est de protéger les quartiers. Et effectivement, on peut avoir un discours moralisateur, on peut avoir un discours, mais ce qu'on peut avoir aussi, c'est un parcours de soins, un parcours d'accompagnement envers les personnes qui consomment. Ce ne sont pas toutes et tous des criminels. Parfois, certains tombent dans la dépendance. On doit pouvoir aussi réinvestir dans ces instances qui accompagnent les personnes qui sont tombées dans la dépendance et qui sont tombées dans la suétude. Personne n'a envie de devenir comme ça totalement dépendants aux drogues. Est-ce que vous êtes pour la légalisation de la consommation du cannabis? Oui, pourquoi? Parce que ça nous permet aussi d'assécher cette poule aux œufs d'or qui est le grand banditisme. Et ça nous permet aussi d'encadrer un minimum la consommation des uns et des autres. Mais par contre, il ne faut pas, parce qu'on dit qu'on consomme, on ne doit pas tomber dans une facilitation de la consommation de drogue dure. Ici, on est dans une légalisation qui soit encadrée. Il y a certains pays voisins qui l'ont fait, je pense aux Pays-Bas notamment, et ça a montré des preuves positives. Valérie Gatinier. Les Pays-Bas, c'est un bon exemple. 80% des forces policières sont occupées à lutter contre le narcobanditisme. Donc on voit bien que ce n'est pas ça qu'il faut faire. Et il faut passer un message tout à fait clair aux consommateurs. Moi, j'ai entendu même certains du côté du Parti socialiste parler d'une dépénalisation, non pas du cannabis, mais de la cocaïne. Donc quel message est-ce qu'on passe aux jeunes? On préfère leur passer le message, simplement ne consommez pas. En ce qui concerne également la saisie, nous sommes en faveur de cela. Donc on pouvoir financer les forces de police et de justice à partir des saisies de drogue nous semble une excellente idée. Et je voudrais rappeler aussi qu'il y a toute une autre série de mesures qui peuvent être prises plutôt que d'augmenter sans cesse le nombre de policiers. On est quand même à 336 policiers pour 100 000 habitants, donc on est dans la moyenne européenne. Mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a des policiers qui ont énormément de nouvelles missions. Il y a 147 missions. Il faudrait peut-être revoir ces missions pour bien déceler qui fait quoi. Vous savez que nous étions en faveur de pouvoir mobiliser des militaires pour surveiller, par exemple, les eaux portuaires d'Anvers, pour pouvoir aussi surveiller des sites nucléaires et dégager des forces de police pour qu'elles puissent vraiment travailler sur la lutte contre le trafic de drogue, y compris, bien sûr, la fusion des zones de police. On voit bien qu'il y a des synergies à créer et qu'il y a probablement aussi, en tout cas, des moyens à mettre en commun. Alors, Elisabeth de Gries, vous a demandé la parole. Et oui, moi je pense qu'il ne faut pas opposer les mesures. Je pense que c'est pas ou. Je pense que la légalisation de la consommation du cannabis, c'est effectivement une manière d'assécher le marché. Or, ce sont des produits, quels qu'ils soient, qui sont aujourd'hui une économie souterraine. Et une des manières de le contrôler, c'est d'assécher cette économie souterraine. Ça, c'est un. Deux, j'entends bien l'approche répression du MR. Nous, on est pour une approche santé des consommateurs. Parce que c'est d'abord et avant tout un problème de santé. On a d'ailleurs demandé en août 2023, une accélération de la deuxième salle de consommation à bas risque à Bruxelles, parce qu'on est convaincu que c'est comme ça qu'on peut le mieux accompagner les consommateurs. On peut faire la guerre des chiffres sur le nombre de policiers par 100 000 habitants. On peut la faire aussi sur les magistrats. On a en Belgique 13 magistrats par 100 000 habitants. À la moyenne européenne, c'est 22. Donc le problème, et je pense que mon collègue de Défi l'a évoqué tout à l'heure, c'est aussi qu'après le travail des policiers, si la justice ne suit pas, il y a ce sentiment de travailler pour rien et il y a un sentiment d'inefficacité. Et donc il faut aussi renforcer la justice pour que le travail soit plus efficace et plus rapide. Et alors la question des zones de police, nous ne sommes aujourd'hui pas demandeurs d'une fusion des zones de police. Si on nous montre que c'est plus efficient, tant mieux. Mais quand on fait des réformes,
on ne s'occupe pas des problèmes de fond, on s'occupe de réformes et de tuyauterie. Et donc, si on veut répondre à la question du trafic de drogue à Bruxelles, la priorité est de se préoccuper du trafic de drogue et pas des institutions. Alors, Nabil Boukili, puis François De Smet, puis Caroline Désir. Oui, mais il y a deux choses. La première chose, sur le fait de la fiscalité, le fait de suivre l'argent, ce qui a été proposé par la commissaire, mais ça, je pense que c'est le nœud du problème. En suivant l'argent, je pense qu'on peut démanteler, c'est pas que je pense, c'est qu'on peut démanteler les réseaux de la drogue en suivant l'argent. Il y a l'exemple d'Al Capone qui a été donné, et aujourd'hui, et ça, c'est le reproche qu'on pourrait faire à la Vivaldi, c'est que le personnel de contrôleur fiscal a diminué durant la législature. Donc, comment on peut prôner le fait de suivre l'argent tout en diminuant les services publics qui vont le faire? Et ça, c'est des services publics qu'il faut renforcer, comme des services publics comme la justice, qu'il faut renforcer pour qu'elle fasse bien son travail. Et quand on parle des consommateurs, je pense que les consommateurs, il faut les voir comme des patients. Et il faut avoir un suivi et des soins pour suivre ces consommateurs et surtout investir dans les services de prévention. Aujourd'hui, au niveau régional, le budget des préventions a diminué et on n'a plus les moyens en fait, de faire cette prévention. C'est pour ça qu'il faut investir là-dedans. Et surtout, quand on parle de police et on donne des chiffres de police par 100 000 habitants, mais de quelle police on parle? Moi, par exemple, je suis d'Anderlecht. À Anderlecht, on a supprimé des commissariats de quartier. On a diminuer en fait la présence policière dans les quartiers. Avoir des policiers d'intervention, c'est clair que quand on va intervenir dans un quartier où il y a le trafic de drogue, une fois que l'intervention est terminée, les pôles de trafic reprennent d'aussitôt. Donc il faut une présence permanente de la police de quartier qui connaît le quartier, qui connaît ses habitants. Et ça, on ne l'a pas aujourd'hui. C'est dans cette police-là qu'il faut investir. Alors, je suis un peu inquiet d'entendre Mme Glatini relativiser l'importance de hausser le nombre de policiers à Bruxelles. Objectivement, quand vous regardez la norme KUL, malheureusement, il est moins investi à Bruxelles qu'en Flandre et en Wallonie. Nous touchons moins d'argent par nombre de policiers. Il y a un vrai problème et on a vraiment besoin de francophones, quels qu'ils soient, à la table, qui en fassent une priorité demain. De même, attention à cette histoire de fusion des zones de police. C'est une revendication, pardon de reprendre ma casquette d'ex-FDF de service, mais c'est vrai. C'est une revendication portée par le mouvement flamand et on sait qu'après les zones de police, c'est la fusion des communes. Les zones de police, elles fonctionnent bien, elles ont juste besoin de moyens adaptés. La lutte contre le blanchiment est un ingrédient essentiel. Vous avez l'économie blanche, vous avez l'économie noire criminelle, et entre les deux, il y a des intermédiaires. On a sur notre liste, je crois que c'est connu, Michel Claes, qui est l'auteur en Belgique de la plus grande transaction pénale, qui a rapporté 300 millions d'euros dans les caisses de l'État. Et c'était en l'occurrence une banque qui avait frouchelé entre l'économie blanche et l'économie criminelle. C'est ces intermédiaires-là qu'il faut cibler. Bien sûr on peut aussi arrêter tous les dealers dans la rue et qui se tirent dessus, mais ils vont être remplacés extrêmement vite. Si vous n'arrachez pas l'abcès, si j'ose dire, ça va se reproduire et on passera notre vie dans les quartiers. Il faut s'attaquer aux têtes. Voilà, et je rappelle que le FDF, c'est l'ancien nom de défi, je le signale pour les plus jeunes qui nous regardent. Caroline Désir. Nous pensons aussi que sans moyens humains supplémentaires, on n'y arrivera pas. Et j'insiste un peu là-dessus parce que ça fait plusieurs fois effectivement qu'on entend l'EMR et par la voix de son président également dire que ça n'est pas une question de moyens humains. Or, qu'une question de moyens, pour citer tout à fait correctement mon président. Je vais terminer. Il dit que ça n'est pas une question de moyens humains, alors que tant la magistrature que les syndicats policiers nous disent le contraire. On doit évidemment suivre les recommandations de la commissaire parce qu'on doit se donner les moyens de lutter efficacement contre cette criminalité organisée et notamment suivre l'argent issu du narcotrafic. Mais on doit également se donner l'expertise nécessaire en fait. C'est pas les policiers des zones de police qui sont armés pour lutter contre la criminalité organisée. On doit se donner les moyens à la police judiciaire fédérale mais aussi au parquet pour avoir l'expertise nécessaire pour lutter contre ce type de trafic dont on n'a pas vraiment l'habitude à Bruxelles quand même, il faut le dire. Alors nous sommes également opposés à la fusion des zones de police pour les raisons qui ont été développées par François De Smet. Je voudrais insister aussi sur le fait que la région a pris ses responsabilités ces dernières années. On a de nouvelles compétences en termes de coordination depuis la 6e réforme de l'État. Freddy Vervoort les a mobilisées. Il y a d'abord, la conférence des bourgmestres s'est opposée unanimement à la fusion des zones. Je vous propose de ne pas rester trop sur les compétences régionales. Il y aura un débat sur la sécurité et sur les compétences régionales. Ce sera lundi prochain sur l'antenne de BX1. À la région de ne pas prendre sa part et aux zones de police de ne pas faire leur boulot. Or, leur boulot, c'est d'assurer la sécurité du territoire, pas de lutter contre la criminalité organisée. Ils se coordonnent. Dire que ce n'était pas de sa faute, c'est le fédéral qui n'est pas venu en soutien. Il ne dit pas ça. Et d'ailleurs, ils ont créé un centre de crise régional. Ils contribuent à travers la lutte contre la criminalité à renforcer parfois ou à pallier à ce que la police judiciaire fédérale ne fait pas. Les 6 chefs de corps se coordonnent entre eux, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre.
en train de dire ça, je suis en train de dire le contraire. Un ping-pong de responsabilité dont les gens par exemple, vous ne le savez peut-être pas, mais les 6 chefs de corps, ils se réunissent par exemple pour organiser les manifestations. Il y a une coordination qui existe déjà. Il y a toujours ce système qui consiste à dire ce n'est pas moi qui est responsable, c'est le fédéral. Le fédéral dit que ce sont les bourgmestres. Vous pouvez dire ce que je n'ai pas dit. 20 secondes, Valérie Gatini, puis Raja Mawan. Oui, c'est un peu fatigant parce qu'il y a sans cesse cette impression qu'on dit, le fédéral dit que c'est la région dit que c'est les bourgmestres, etc. Donc nous, ce qu'on veut, c'est un grand plan national où il y a une personne qui est en charge et qui est bien identifiée avec des indicateurs de réussite et véritablement quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Parce que ce ping-pong de responsabilité incessant, c'est ça qui démotive aussi les policiers sur le terrain qui voient une personne relâchée quelques jours après, qui reprend sa place sur son siège pliable pour gérer le trafic de drogue. Et donc, il faut à la fois avoir un plan national et puis aussi un message tout à fait clair aux consommateurs. Très, très brièvement, quel que soit le niveau de pouvoir, je crois qu'on est tous et toutes d'accord pour se dire c'est un enjeu fondamental et il faut plus de sécurité dans nos quartiers. Maintenant, je comprends le malaise de Mme Glatini puisque le MR est au pouvoir sans discontinuer depuis 25 ans au niveau fédéral. Depuis 25 ans sans discontinuer et demande qu'on retienne encore pour 5 ans supplémentaires, ce qui ferait 30 ans. Et donc je suis désolée de le dire et je comprends le malaise, mais ce qu'on paye aujourd'hui, c'est aussi, je vais juste pouvoir terminer s'il vous plaît, Madame Glatini. De 25%, donc je propose que c'est pas parce qu'on dit 2 fois une contre-vérité que ça devient une vérité. Donc asséner une contre-vérité plusieurs fois n'en fait pas. J'attends que Madame ait fini. Allez-y. Très bien. Et donc je dis, depuis 25 ans sans discontinuer, le MR est au pouvoir et donc ce qu'on paye aussi aujourd'hui, c'est des investissements. C'est cocasse de noter que quand la droite seule est au pouvoir, elle désinvestit dans la justice et dans la police. Ce sont les faits, c'est près de 200 millions qui ont été désinvestis. Aujourd'hui, la Vivaldi essaye de rattraper, mais bien sûr qu'on est en retard, parce qu'on paye un retard cumulé sur plusieurs années. On ne vous mettra pas d'accord sur les chiffres et sur le constat du passé. Je vous propose qu'on avance dans ce débat et qu'on change de sujet et qu'on s'intéresse maintenant à l'énergie. Il y a eu la prolongation du nucléaire adoptée pendant cette législature. Ma question à tous les 6 va donc être la suivante. Est-ce qu'il faut aller au-delà des 10 années de prolongation qui sont désormais prévues? Si c'est le cas, est-ce que la sécurité de nos centrales serait encore garantie? Est-ce qu'on doit déjà réfléchir au nucléaire du futur ou est-ce qu'on doit au contraire plutôt se concentrer sur le renouvelable? Qui veut commencer sur ce thème? Moi, je vais commencer. Valérie Gatini commence. D'abord, je voudrais rappeler que s'il y a eu durant cette législature une prolongation de 2 réacteurs nucléaires, c'est grâce au MR. Et donc, on est effectivement favorable à aller plus loin. Et donc, pourquoi on souhaite aller plus loin et donc prolonger également des réacteurs qui ne posent pas de problème de sécurité? D'abord, pour une question de prix raisonnable, pour une question aussi d'indépendance énergétique par rapport à nos voisins dont certains ne respectent pas les droits fondamentaux. Et également, il est tout à fait fondamental de pouvoir investir dans la recherche et le développement en matière nucléaire. Et nous ne misons pas exclusivement sur le nucléaire, bien évidemment. On mise sur un mix avec des énergies renouvelables. Mais croire qu'on va pouvoir uniquement approvisionner notre énergie à partir d'une renouvelable est évidemment utopique à l'heure actuelle. Et donc moi, je suis très fière que, sous l'impulsion de mon parti, on ait pu effectivement continuer à investir dans le nucléaire. Alors, je donne la parole à François de Smet et à Elisabeth de en signalant que l'un et l'autre, vous êtes un petit peu en retard sur le temps de parole. Vous avez été plus concis que les autres candidats, donc vous pouvez parler un petit peu plus longtemps. François de Smet. C'est vrai que le maire s'est vanté de n'avoir rien fichu au gouvernement Vivaldi, sauf d'avoir prolongé 2 réacteurs. C'est exactement ce que M. Boucher a dit. Non, c'est pas ça. Alors attention, c'est néanmoins. On va laisser François. Il a dit qu'il ne sauve rien du bilan de la. Je veux dire, si on cite mon président, je propose qu'on le cite correctement. Je vais le citer exactement. Il a dit. Des citations erronées. Je vais le citer exactement. Il a dit qu'il ne sauve rien du bilan de la Vivaldi, sauf la prolongation, sauf le programme. Mais bon, ça vaut le coup de voter MR. Donc, ceci dit, c'était une bonne décision. Cette partie, c'est évidemment. Ceci dit, c'était une bonne décision, même si je regrette qu'on ait prolongé seulement 2 réacteurs et seulement pour 10 ans. Et là, c'est pas votre faute. C'est vrai que c'est plutôt le dogmatisme d'Ecolo-Groen qui vous a empêché d'aller jusque 20. Raja Mawan répondra là-dessus. Mais c'est insuffisant. Je vous fais le pari que dès l'installation d'un nouveau gouvernement, il va falloir tout de suite renégocier avec Engie pour prolonger Doel 4 et Tihange 3 de 10 années supplémentaires. Il faut évidemment se lancer du nouveau nucléaire dès que possible. Il faut arrêter de l'opposer aux renouvelables parce qu'on aura besoin des 2. J'ai pas de problème à ce que toute la mer du Nord devienne une mer d'éolien
l'éolienne ait une grande base énergétique et à ce que tout le pays soit tapissé de panneaux photovoltaïques. Mais il se trouve que parfois il fait nuit et parfois il n'y a pas de vent. Vous avez besoin d'une énergie pilotable. Je ne crois pas au slogan 100% renouvelable en 2050, qui vieillira aussi mal que le slogan 100% de bilingue en 2001 de Loreto Koelings. Et je crois, et ça ma différence avec le MR, je ne crois pas néanmoins, et ça il faut avoir le courage de le dire, que ça va suffire. La technologie ne s'ouvre pas entièrement, même avec beaucoup de renouvelables, même avec beaucoup de nucléaire. Vous n'échapperez pas à une forme de modération énergétique. Il va donc falloir isoler, consommer différemment, sans pour autant tomber dans une forme de décroissance. Oui, une toute petite question quand même, le nucléaire du futur, on l'installe où? Sur les sites qui accueillent déjà des centrales ou autre part? Pas spécialement, ce sont des SMR, donc ce sont des centrales plus petites qui peuvent utiliser une grande partie de leurs déchets. Ça devrait être décidé par, à mon avis, le prochain gouvernement le plus rapidement possible. Mais ils seront plus que 2 ou 3. Donc c'est à mon avis plus que 2 ou 3 sites qu'il faudra trouver. Elisabeth Degris, sur l'énergie. Oui, mais donc nous, on ne croit pas non plus au 0% d'énergie fossile dans 25 ans sans nucléaire. Puisqu'en 25 ans, on a diminué de 10% la consommation d'énergie fossile. Pourquoi est-ce que tout à coup, en 25 ans, on y arriverait complètement sans le nucléaire? Donc nous, on soutient le nucléaire en partie, dans un plan, mais en fait je vais être un peu similaire à mon collègue, mais dans un plan qu'on appelle chez nous les 4 quarts. Donc pour l'énergie du futur, on pense qu'il y a 25% de nucléaire qui restera nécessaire, donc prolonger de 20 ans, d'où le 4 et Tihange 3. Ok, si on peut prolonger d'où le 3 et Tihange 2 de 10 ans, pourquoi pas, pour peu que ça se fasse dans des conditions de sécurité, évidemment. Mais donc 25% de nucléaire, 25% de renouvelables, on a évoqué le photovoltaïque, l'éolien, etc. Je ne vais pas répéter qu'il fait nuit, qu'il n'y a pas de vent. 25% de nouvelles énergies, type hydrogène, biomasse, qu'on puisse innover. 25% de diminution de consommation, effectivement, entre autres au travers de l'isolation. Ce qui est important pour nous aussi, c'est que le nucléaire nous permet quand même une sécurité d'approvisionnement et qu'on ne veut pas être dépendant, je pense que c'est votre proposition, qui vise sur l'importation d'énergie de pays proches qui, eux, investissent dans le nucléaire. Et donc ça, pour nous, c'est un non-sens. C'est sans doute aussi un peu hypocrite. Donc voilà notre position très claire sur les questions énergétiques. Alors Raja Marwan, est-ce que par dogmatisme écolo, on a freiné la Vivaldi sur la prolongation des centrales? Répondez à François De Smet. Je peux répondre à François De Smet sans problème. On a vu durant cette législature le pragmatisme d'écolo, puisqu'il y avait 2 scénarios dans l'accord de gouvernement. Un scénario où on ferme tous les réacteurs et un scénario où on en prolonge. C'est ce qu'on a fait, on a prolongé puisque le contexte a fait qu'il fallait le prolonger. Pour nous, c'est important de rappeler l'horizon. L'horizon, c'est quoi? C'est arriver en 2050 à un parc 100%, à un parc énergétique 100% renouvelable, propre, bon marché et accessible. C'est pas moi qui le dis et c'est pas Écolo qui le dit. On se base sur des projections des experts. Et donc, pour y parvenir, effectivement, on peut garder une part de nucléaire, on peut continuer à investir dans l'éolien offshore, on peut continuer à investir dans les énergies renouvelables. Je rappelle que sur l'éolien offshore, la Belgique est aujourd'hui un 2e ou 3e leader mondial. Et donc, ce sont des emplois qui sont aussi créés ici. Donc, cette transition énergétique, elle est bénéfique pour l'environnement, mais elle est aussi bénéfique pour l'économie ici. Quand vous dites on peut garder une part de nucléaire, ça veut dire qu'on peut prolonger au-delà des 10 ans? On a prolongé jusqu'à 10 ans. On peut aller au-delà ou pas? Mais donc, si les experts ont demandé une prolongation de 10 ans, c'est qu'il y a des raisons, il y a des enjeux de sécurité, il y a des enjeux de déchets, il y a plein d'enjeux. Donc, est-ce qu'on peut aller au-delà ou pas? Mais donc, moi, je me fie à la décision des experts, parce que voilà, c'est pas des politiques tout seuls qui décident, il y a des enjeux de sécurité qui sont énormes. Et donc, pour nous, on a démontré tout notre pragmatisme, à savoir, s'il faut prolonger du nucléaire, on le prolonge. Et d'ailleurs, je rappelle qu'Écolo fait partie d'un gouvernement qui finance d'ailleurs des recherches dans le nouveau nucléaire, dans le SMR dont on a parlé. Donc, il n'y a pas de dogmatisme ici, c'est du pragmatisme pur et dur. Alors, Caroline Désir, et puis on terminera par Nabil Boukili sur l'énergie. Je crois qu'on assiste quand même souvent à une sorte de mauvais match entre les défenseurs du 100% nucléaire et les défenseurs du 100% renouvelable. Je pense qu'effectivement, dans ce dossier, il faut être pragmatique et un peu humble, parce qu'on avance aussi au fur et à mesure des expertises qui nous parviennent. Nous avons toujours dans notre programme une ambition à long terme, effectivement, qu'en 2050, on arrive à 100% de renouvelables, mais on doit être effectivement pragmatique sur le court et le moyen terme, parce qu'on doit avoir des solutions simplement pour garantir la sécurité d'approvisionnement et protéger les gens notamment de l'explosion des prix. Et le nucléaire fait indubitablement partie de ces solutions à court et moyen terme. Mais
pour le reste, nous, ce qu'on veut, c'est garantir un niveau élevé de sécurité nucléaire, assurer une gestion sûre des déchets nucléaires, gérer convenablement le démantèlement des centrales et assurer évidemment la prolongation de 10 ans de ce qui a été décidé sous la Vivaldi. On peut aller Il faut au-delà des 10 ans, considérer, ou pas? je pense que le nucléaire est une énergie de transition qui est pour le moment nécessaire, mais en même temps, on doit investir massivement pour atteindre notre objectif à l'horizon 2050. Et nous faut un plan de bataille pour les 25 prochaines années. Et ça, je crois qu'il faut... Et si on doit aller au-delà de 10 ans? Eh bien, il faut le faire, mais en s'assurant alors de toute la sécurité qui va avec. Nabil Boukili. Avec le PTB, nous sommes ouverts à tous les débats sur la question du nucléaire, mais je pense que le débat principal, c'est d'avoir le contrôle au fait de ce débat-là et d'avoir l'énergie entre les mains du public. Et je pense que si on veut avoir une politique énergétique, si on veut garantir la transition énergétique, si on veut garantir une stabilité au niveau des prix pour nos entreprises, pour nos PME, pour nos indépendants, pour les citoyens, d'avoir des factures raisonnables, nous devons prendre le contrôle de notre énergie, nous devons nationaliser en fait le secteur de l'énergie qui ne doit pas être entre les mains du privé, parce que le point principal pour le privé, c'est de faire des profits, alors que l'énergie, ça doit garantir en fait les besoins de notre société, et ça, aujourd'hui, le CIO de Engie a plus de pouvoir que nos 4 ministres de l'énergie. C'est pour ça qu'il faut reprendre notre énergie en main et ne pas la laisser en main du privé, et je pense que c'est ça le débat principal sur le secteur de l'énergie. François de Smet. Il y a un enseignement intéressant. Si j'entends bien ce qu'Écolo et PS nous disent, ces deux partis, à tout le moins, veulent un jour un monde avec zéro nucléaire, ce qui est tout à fait leur droit. Si c'est énergie de transition, Madame Désir, alors on est logique, un jour on n'aura plus besoin. Et comme ça, c'est clair. C'est pas notamment ma position. On consomme toujours aujourd'hui 80% d'énergie fossile. On va plus que doubler nos besoins en électricité. Comment est-ce qu'on peut sérieusement, réellement imaginer qu'en 25 ans, ou même après, on va pouvoir se séparer du nucléaire comme énergie pilotable? La seule énergie pilotable qu'on a en Belgique, c'est un peu d'hydraulique et un peu de barrage. C'est tout. Là, M. Boukili a raison. Quitte à vous surprendre, c'est sur le côté géopolitique. Les Européens, ça c'est la grande découverte de la législature, guerre en Ukraine comprise, on a tellement laissé notre énergie aux mains d'autres, qu'elle soit carbonée ou non, qu'effectivement, on est à la merci de n'importe qui. Le nucléaire, je sais qu'on va me dire que l'uranium vient aussi d'extérieur, mais il n'est pas produit l'uranium que dans des dictatures, il est aussi produit dans quelques pays démocratiques. Le nucléaire fait partie de l'indépendance énergétique de l'Europe. Et donc, j'insiste vraiment, c'est des choix qu'on doit faire maintenant et qui vont nous engager pour des dizaines et des dizaines d'années. Et il vaut mieux voter, à mon avis, pour des partis qui ont conscience que l'enjeu nucléaire est important. Valérie, pas trop long, s'il vous plaît, parce que vous êtes en avance sur votre temps de parole. Absolument. Donc, je voulais juste dire que je suis étonnée d'entendre tout le monde parler de pragmatisme. Je n'ai pas du tout l'impression que j'avais lors du début de la législature et encore jusqu'au milieu de celle-ci. Donc, on voit bien qu'il y avait quand même une forme de dogmatisme parce que la prolongation des réacteurs, c'était vraiment pas gagné. Or, c'est tout à fait crucial aussi par rapport au changement climatique. On sait que remplacer un réacteur nucléaire par des centrales électriques, par exemple, c'est 2 millions de tonnes de CO2. Donc, on voit bien ici qu'il est tout à fait capital de pouvoir continuer à investir dans le nucléaire, aussi pour réussir la transition écologique. Raja Marwan. Mais effectivement, la question de la transition énergétique, elle est extrêmement importante et on parle de prévoir. Gouverner, c'est prévoir. On parle de plans, etc. Juste un rappel aussi, je veux mettre mal à l'aise personne. Écolo n'était pas au gouvernement entre 2003 et 2020. 17 ans durant lesquels les libéraux avaient le portefeuille de l'énergie en grande majorité. Alors je me demande quel est le plan que les libéraux... mais non, je ne fais pas fort. Ce sont des réalités, ce sont des chiffres. Moi, je ne suis pas là pour me défausser d'aucune responsabilité. Je dis juste, aujourd'hui, ce n'est pas une surprise. Écolo a toujours été... qui a toujours prôné le développement d'énergie renouvelable. Il n'y a aucune surprise dans notre positionnement. Ce qui est surprenant, c'est aujourd'hui de la part du MR de découvrir qu'ils étaient au gouvernement et qu'ils n'ont rien fait. Nabil Boukili a demandé la parole. Non, mais je rappelle qu'on peut avoir toutes les positions qu'on veut. Tant que l'énergie, la production de l'énergie et la distribution restent entre les mains de Engie, on peut avoir tous les avis qu'on veut. Nos 4 ministres de l'énergie n'ont pas le pouvoir que a le CIO de Engie. Donc il faut reprendre le contrôle de notre secteur de l'énergie. Ça veut dire nationaliser. Bien sûr, il faut nationaliser. C'est bien pour nos entreprises, pour leur garantir une énergie stable, une énergie à un coût qu'ils peuvent se permettre. Parce que quand on produisait par exemple à 35 € le mégawattheure et qu'on le vendait à 350 €, ça c'est Engie qui décide. Mais par contre, si on a l'énergie entre nos mains, on peut décider d'avoir des prix contrôlés et surtout de bloquer les prix de l'énergie pour les empêcher d'augmenter comme ça a été fait en France. Elisabeth de Vries, on nationalise Engie, vous êtes d'accord ou pas? Non, j'allais commencer en disant sans aller jusqu'à nationaliser Engie. Ce qui est juste,
c'est qu'on donne du pouvoir quand on n'anticipe pas suffisamment les questions. Et donc c'est ça qui s'est passé ici, c'est qu'en fait, on aurait dû, il y a 5 ans, en 2020, en début de législature, et on sait que le Covid est passé par là, etc., discuter de cette prolongation. On l'a fait trop tard, et donc on a, enfin vous avez, parce que c'est quand même vous la majorité, je dis on, mais nous n'y étions pas, donné du pouvoir à Engie en s'y prenant trop tard. Et donc je pense que ce qu'on doit retenir maintenant, c'est l'urgence de se projeter à 20 ans ou à 25 ans dans un plan qui tienne la route, qui soit contraignant pour l'ensemble des gouvernements. Je parle des entités fédérées en ce y compris, et on doit vraiment s'y tenir, parce que sinon, dans 5 ans, on refera le même débat, et le changement climatique et la transition, ils ne nous attendront pas. Et donc, juste un élément, par rapport à ça, nous, on est très clair, c'est en matière d'énergie et de climat, c'est redonner au fédéral un pouvoir fort qui permette de mettre au pas aussi les entités, puisqu'on a parlé du renouvelable et des énergies, c'est une petite partie des enjeux liés à la transition. Mais, donc ça, c'est pour nous important aussi que le fédéral puisse avoir un rôle d'arbitre, parce que cette urgence, elle est là et on doit l'adresser tout de suite. Alors, on en parlera peut-être tout à l'heure, du rapport entre les entités fédérées, les régions, les communautés et l'État fédéral. Je vous propose qu'on avance dans ce débat en changeant de thème et en s'intéressant à un autre grand enjeu qui va intéresser beaucoup de citoyens. Ce sont toutes les questions liées à la fiscalité et au pouvoir d'achat. Et on va les entendre, ces citoyens. C'est le deuxième coup de sonde qu'on vous propose ce soir. Il est toujours signé Sabine Ringelheim. Taxer un peu plus peut-être le capital des multinationales, ce genre de choses. Il y a des leviers. Moi, je ne suis pas au pouvoir, mais je pense qu'il y a des leviers pour pouvoir mieux redistribuer la richesse. Donner du travail aux gens qui sont dans le besoin. Pour les réfugiés politiques. Les travailleurs devraient être moins imposés et les grosses sociétés qui arrivent à faire des optimisations fiscales payent un peu plus. Si l'indexation des salaires suivait l'inflation, déjà, ce serait pas mal. Je pense que le prix de l'énergie, l'augmentation du prix de l'énergie, je pense que ça a presque doublé. Donc voilà, je pense qu'il y a des choses qui pourraient être faites à ce niveau-là. Alors, on ne va pas revenir sur le prix de l'énergie, puisqu'on vient d'en parler, mais François De Smet, comment est-ce qu'on améliore le pouvoir d'achat dans la prochaine législature si Défi fait partie de la coalition fédérale? 2 leviers, la réforme fiscale et le taux d'emploi. La réforme fiscale, franchement, on n'en était pas loin, et je le dis alors que je sors de l'opposition, mais l'épure du ministre des Finances, elle était objectivement pas mauvaise. Elle mettait le point sur le problème que nous connaissons tous, à savoir que la Belgique est championne du monde de la taxation sur le travail. Alors, quelles que soient les idéologies, je crois que personne ne peut se satisfaire de ça. Donc, il faut déplacer la charge, il faut faire en sorte que le travail soit beaucoup plus libéré. Nous comme d'autres d'ailleurs, tous les gens qui ont pensé notamment à une réforme raisonable fiscale pensent qu'il faut exonérer de tout paiement la première tranche jusqu'au revenu d'intégration. On passerait de 4 à 6 tranches. On placerait l'effort un peu plus sur les revenus et pas le patrimoine et le capital lui-même, mais les revenus du patrimoine. On globaliserait ça dans une seule enveloppe. On irait chercher aussi des moyens dans la lutte contre la criminalité financière dont on a parlé, et on mettrait fin à une série de niches fiscales. Alors, les niches fiscales, c'est comme le cholestérol, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, mais il y en a des absurdes pour nous, comme les voitures salaires, qui, à notre avis, sont un système qui doit absolument disparaître. Les voitures de société, pour que tout le monde comprenne. Attention, ce que le plombier ou le boulanger utilise pour son travail, par exemple, c'est pas une voiture salaire. Donc je parle bien d'avantages fiscal qui coûtent environ 3 milliards par an. L'autre volet, si vous voulez éviter, notamment vu l'état de nos finances, des mesures d'austérité, c'est de hausser le taux d'emploi. C'est la meilleure réforme. On l'a quand même fait de 10 points en 10 ans, nous Défi avec les partenaires. On est passé de 58 à 68% de taux d'emploi. On a même dépassé la Wallonie. C'est encore loin de la forme. Mais c'est la région bruxelloise, là. C'est vrai, c'est la région bruxelloise. Ça veut dire que c'est possible en investissant dans la formation. C'est la manière la plus simple d'amener aussi des recettes fiscales. Elisabeth de Gries, les priorités en termes de pouvoir d'achat et de fiscalité pour les engagés. Et donc la réponse, c'est aussi une réforme fiscale ambitieuse. Donc on a une excellente réforme fiscale qui a été validée par toute une série d'experts. Elle est en ligne, lecouragedechanger.be. C'est 1 heure d'explication. Je ne vais pas vous l'expliquer pendant 1 heure, non, ne vous inquiétez pas. Les éléments essentiels, c'est d'abord effectivement diminuer la taxation sur le travail. Nous, on dit on doit diminuer la taxation sur le travail de 20%. Et en fait, c'est directement lié au taux d'emploi. Pourquoi ? Parce que cette mesure, elle permet d'augmenter le salaire net des personnes qui travaillent, et donc elle permet aussi d'éviter les effets d'aubaine de ceux qui ne veulent pas travailler parce que, en faisant leurs calculs en termes de temps et de revenus, le travail au final soit leur coûte, soit leur complique la vie. Et donc cette différenciation pour nous, c'est un des leviers importants pour augmenter le nombre de personnes à l'emploi, puisque le différentiel, selon nos calculs, serait de 450 € net par mois, par personne qui travaille. Et donc, ça permet de faire cette différence avec les allocataires sociaux de manière importante. Taxer le revenu du capital, ça ne veut pas dire taxer le capital, taxer le revenu du capital, parce qu'on estime qu'à partir du moment où quelqu'un a du capital et qui prend des risques, mais que son activité réussit, il doit contribuer. Si son activité ne réussit pas,
pas de souci. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas taxer le capital, c'est qu'on veut laisser de la place à l'entrepreneuriat, aux idées, à l'initiative. Et le revenu du capital doit pouvoir contribuer à la société. Suppression des niches fiscales et des voitures salaires dans le cadre d'une réforme globale. Donc c'est ça l'important pour nous, c'est que la réforme de la fiscalité doit être globale et pas saucissonnée. On doit tout faire en même temps pour faire des équilibrages. On doit moderniser et on doit faire une réforme fiscale qui est effectivement équilibrée pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Caroline Désir. Alors pour nous aussi, la priorité des priorités, c'est le pouvoir d'achat et l'augmentation des salaires. Donc on veut d'abord augmenter les salaires de la grande majorité des travailleurs de 300 € net par mois, via également une réforme fiscale qui va mettre à contribution les ultra-riches, comme on les a appelés, c'est-à-dire les 2-3% de la population qui ont plus de 1,25 million d'euros en patrimoine en dehors de l'habitation privée et des revenus affectés à l'activité professionnelle. On veut aussi, c'est un préalable évidemment, garantir l'indexation automatique des salaires parce qu'on a vu comment ça a pu protéger nos concitoyens de dégradation de conditions de vie énormes sous cette législature. Et je rappelle que chaque fois que les socialistes ne sont pas dans un gouvernement fédéral, il y a un saut d'index. Et on veut aussi évidemment garantir que travailler soit toujours plus rémunérateur que de ne pas travailler. On ne veut pas le faire en appauvrissant les allocataires sociaux bien sûr, mais en augmentant le salaire minimum. Et on a un objectif d'amener ce salaire minimum à 2 800 € brut par mois en fin de législature. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'objectif, Nabil Boukili, ou est-ce que vous en avez un autre ? Non, mais je pense qu'il y a deux éléments importants. Aujourd'hui, il y a une crise de pouvoir d'achat, notamment parce qu'il y a eu une inflation sans précédent. On a eu une augmentation des prix et les salaires ne se sont pas augmentés. Ils sont restés bloqués. Donc il y a deux mesures que nous on propose. C'est d'abord de mettre la TVA à 0% sur les produits de première nécessité, parce que la TVA est l'impôt le plus injuste qui existe. Peu importe qu'on gagne 1 000 € ou 10 000 €, on paye la même taxe sur les produits qu'on achète. Donc il faut agir sur les produits de première nécessité en mettant la TVA à 0%. Et deuxièmement, je trouve que c'est un tabou chez les autres partis où on n'en parle pas, c'est de permettre l'augmentation des salaires. En Belgique, nous avons une loi qui interdit au fait que les travailleurs puissent négocier leur augmentation salariale. Et on a un ministre, le ministre Derman, qui a décrété un arrêté royal où il a permis une augmentation de 0,0% des salaires. Comment ça se fait qu'on défend une politique libérale, et là je me retourne vers le MR, on dit qu'il faut la liberté, il faut laisser le marché faire les choses, mais par contre quand on vient au salaire, là il n'y a plus de liberté de négociation, on bloque les salaires avec une loi. Et nous, avec le PTB, et ça c'est un point de rupture pour le PTB, c'est de revenir sur cette loi de 96 pour permettre des négociations libres pour les travailleurs. Et je termine juste avec un élément pour les Bruxellois. Pour renforcer le pouvoir d'achat des Bruxellois, on veut aussi faire un stop à la taxe kilométrique qui est prévue pour la prochaine législature. Ça, ce sera pour les débats régionaux. On va essayer de ne pas tout mélanger, si vous voulez bien. Valérie Glatini. Oui, moi je voulais juste rappeler que nous n'avons aucun problème à dire qu'en effet, nous avons bloqué la réforme fiscale qui était sur la table, parce que ce n'était pas une baisse de la fiscalité, c'était un déplacement sur qui ? Surprise, surprise, la classe moyenne. Et donc effectivement, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a une réforme fiscale qui a été proposée, sans réforme du marché du travail, alors que le ministre Dermagne s'était engagé à le faire. Donc on n'a pas ce saut d'activation qu'on aurait voulu voir. Et il y a également toute une série de niches qui étaient très intéressantes, comme par exemple la recherche et le développement, qu'il faut pouvoir préserver pour continuer à investir. On sait qu'on a un secteur pharmaceutique très important. Donc au cœur de notre programme figure aussi le fait qu'on doit doper le pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, le Bureau fédéral du plan estime que nous allons avoir un saut de 4,6%, là où le PS, par exemple, c'est une baisse de 2,5%. Comment ? Eh bien, en mettant davantage de gens au travail, en luttant pour qu'il y ait un différentiel plus grand entre ce qu'on gagne avec un salaire et ce qu'on gagne via les allocations sociales. Ça, c'est tout à fait déterminant. Il doit toujours être plus intéressant de travailler que d'être au chômage. C'est un peu comme une équipe de foot. Si vous avez la moitié des joueurs qui sont sur le banc, eh bien, les autres s'essoufflent. Et donc, il est très important d'avoir davantage de personnes que vous allez mettre au travail, notamment en relevant la quotité exemptée d'impôt également à 15 156 € par an. Donc vous avez une neutralisation de l'impôt jusqu'à ce niveau-là. Donc c'est très important de pouvoir baisser la fiscalité sur le travail. On est quand même numéro 1 en termes de fiscalité du travail et numéro 3 en termes de taxation sur le patrimoine. Alors effectivement, tout le monde est d'accord ici, et je suis d'accord avec Mme Glatini également, pour dire que le travail est trop taxé. C'est un constat que nous faisons également, et c'est pour ça que nous voulons taxer davantage le patrimoine à partir d'1 million d'euros. Hors outil de travail ou maison dans laquelle on habite. Et cet argent servirait à quoi ? À augmenter les bas et les moyens salaires. Et qui en bénéficierait ?
les personnes qui gagnent le moins, les ouvriers, les ouvrières, les personnes qui sont dans les caisses, dans les supermarchés, les péricultures, les personnes qui travaillent dans le domaine de la périculture, les infirmiers, les infirmières. Et toutes ces personnes, on les a applaudis de longs mois et de longues semaines pendant la crise Covid, leur permettre de leur donner un peu de beurre dans les épinards et d'augmenter jusqu'à 350 € net leur salaire par mois. C'est une proposition d'ailleurs qui a été validée par le bureau du plan qui dit qu'on a la proposition la plus redistributrice et c'est important. Pourquoi ? Parce que ça va leur permettre non pas seulement de leur redonner du pouvoir d'achat mais aussi du pouvoir de vivre dignement, celui de se loger, celui de se chauffer, celui d'avoir des activités sur le côté, celui de pouvoir se nourrir aussi de manière saine. Tout ça c'est très important pour nous, c'est une de nos priorités, des priorités pour un futur gouvernement fédéral. Alors, on va aller... François De Smet demande encore une fois la parole sur le pouvoir d'achat. Puisqu'on va tous parler, j'essaie de synthétiser. Parce qu'en fait, c'est remarquable à quel point on est d'accord tous sur le fait qu'il faut une réforme fiscale. Il faut une réforme fiscale et on est même tous d'accord, je crois, peut-être pas M. Bouquili, mais quoique, sur le fait qu'il faut un différentiel. Alors, est-ce que c'est 300, 400 un différentiel franc entre celui qui travaille et celui qui ne travaille pas. Là où on diffère, et c'est idéologique et c'est intéressant, c'est comment on finance tout ça. Alors, moi, j'ai pas de souci, pourtant je me sens libéral économiquement, à dire que les revenus du capital et du patrimoine doivent davantage contribuer, parce que dans un monde où le capital produit plus de richesses que le travail, c'est normal. Mais il manque un truc dans l'équation, c'est encourager les gens qui veulent entreprendre, qui veulent créer une boîte, qui veulent être... On parle de la manière dont on distribue l'argent, surtout à gauche, sans se demander trop comment on le crée. Et ça, même culturellement, juste un chiffre, il y a un statut d'étudiant entrepreneur dans ce pays. Il est utilisé à 80% par des néerlandophones. Les Wallons et les Bruxellois ne sont pas spontanément motivés à créer leur propre emploi, à faire des PME, ce qui est notre richesse première économiquement parlant. Et ça doit changer. Alors, Valérie Gliatini, court, parce que vous êtes en avance sur les temps de parole. Caroline Désir, plus long, parce que vous êtes un petit peu en retard sur les temps de parole, et Elisabeth De Gries entre les deux. Oui, je vais simplement dire que j'entends beaucoup parler de taxes autour de la table. Donc le projet, par exemple, du Parti socialiste, c'est 16 milliards de taxes. Le projet d'Écolo, c'est 20 milliards de taxes, dont 3 milliards impôts sur la fortune. Ça veut dire que les 17 autres milliards, je me demande qui va contribuer. Je suppose à nouveau encore la classe moyenne. Et donc voilà, simplement indiquer notre inquiétude par rapport à ce projet de société. Alors, Caroline Désir. Alors, d'abord, je rappelle que notre proposition vise à augmenter les bas et les moyens salaires, donc y compris, en ce compris, la classe moyenne. Je salue votre... On n'a peut-être pas tous la même définition de la classe moyenne. Non, alors voilà, ça c'est simple. Chez nous, en tout cas, jusqu'au 5e décile, donc jusqu'à 3 800 € bruts par mois, ce serait une augmentation de 300 € net. Et au-delà encore, jusqu'à 5 000 € bruts par mois, il y aurait une augmentation dégressive dans notre modèle. Et c'est finançable, selon le bureau du plan, avec la proposition de taxation sur les ultra-riches dont je parlais. Je suis heureuse d'entendre que Mme Gliatini assume le blocage du MR, mais donc cette réforme fiscale qui était proposée par la Vivaldi aurait permis de revaloriser le salaire net de la grande majorité des Belges. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce que le MR l'a bloqué ? Pour protéger les plus riches. C'est aussi simple que ça. Deuxième chose, j'entends les propositions de François De Smet, évidemment, pour valoriser le travail. Moi, je voudrais juste ici faire une incise sur le fait que le chômage diminue effectivement dans les 3 régions. On a un grand problème aujourd'hui national, c'est l'invalidité, qui nous coûte aujourd'hui plus cher que les allocations de chômage. On a 500 000 Belges en situation d'invalidité, une grande partie en burn-out. C'est un problème auquel on doit s'attaquer. Ça rejoint un autre problème, c'est l'investissement dans les soins de santé. Et je pense que si on veut remettre des gens au travail, il faut absolument avoir un plan de bataille sur ce phénomène. Alors, Elisabeth De Gries. Oui, alors, complètement d'accord sur la question de l'invalidité. C'est un problème de société. Ce n'est pas un problème individuel. Donc, il faut que tout le monde s'en saisisse, en ce compris les employeurs, les partenaires sociaux, etc. Mais si on y revient peut-être dans la matière santé tout à l'heure. Sur la question de l'entrepreneuriat, ce qui est fondamental, c'est de faire rentrer l'entrepreneuriat dans les écoles. Et donc, c'est aussi beaucoup plus former aux possibilités d'entrepreneuriat, former à la gestion, donner des outils pour, quand on a une envie, quand on a une idée, on puisse se sentir moins démuni que ce que certains jeunes ne se sentent aujourd'hui. Et je voulais rajouter un dernier élément dans l'équation, parce qu'on parle rarement aussi des recettes, mais il y a aujourd'hui des recettes qui ne rentrent pas à l'État. Exemple, la TVA, notre taux de non-perception est de 14%, soit le double du taux de non-perception au niveau européen. Si on arrivait à un taux de non-perception de 7%, comme la moyenne européenne, on ferait rentrer chaque année entre 4 et 5 milliards. C'est gigantesque, ce n'est pas une nouvelle taxe, c'est une taxe qui existe, il faut juste l'appliquer correctement et s'assurer que tout le monde paye sa TVA. Et donc ça, c'est un élément important aussi, c'est travailler sur les recettes de l'État. Alors, on termine le tour de table sur le pouvoir d'achat avec Raja Marwan et Nabil Boukili. Combien de temps, plus ou moins ?
Allez, vous avez une petite minute. Non, mais dire que notre proposition, elle vise aussi à soulager la classe moyenne, effectivement. C'est autour de 4 000 euros bruts, effectivement, et après, c'est dégressif, mais ça soulage justement les personnes qui travaillent, les indépendants, les personnes qui créent aussi de l'emploi, qui créent de la richesse et qui contribuent. Et c'est pour ça que c'est important pour nous de faire cette proposition-là, parce qu'elle est très concrète. Et en fait, on a beaucoup de parties autour de laquelle il y a un consensus, et c'est bien que Mme Glatigné a assumé le blocage de son parti. Un autre élément très rapidement, parce que ça fait aussi partie des éléments qu'on a envie de mettre en avant, c'est la question de la suppression du statut de cohabitant. Là aussi, on peut agir sur les prix et sur la manière dont les revenus sont distribués, puisqu'effectivement, ce statut est totalement dépassé et ne correspond pas à la manière d'envisager les familles aujourd'hui. Nabil Boukili. Oui, j'entends toujours en fait les propositions, mais je n'ai pas encore entendu un autre parti défendre qu'il faut revenir sur la loi de 96 pour permettre... Ah oui, vous êtes d'accord, c'est un point de rupture pour vous? C'est un point très important qu'on puisse permettre aux travailleurs de négocier des augmentations de salaire. C'est dans notre programme. C'est indispensable. Donc j'entends que c'est un point de rupture ici à gauche, que le fait de permettre les augmentations salariales. Et alors, du coup, on peut se mettre d'accord sur ce point. C'est le hasard du tirage au sort. Il y a effectivement plutôt les partis de gauche d'un côté, plutôt les partis de centre-droit de l'autre. En tout cas, ça c'est nécessaire. Après, quand j'entends qu'il faut agir sur la fiscalité en diminuant le brut, parce que c'est ça en fait qu'on propose, augmenter le salaire net sans augmenter le salaire, ça veut dire diminuer le brut. Mais ça, il faut le compenser quelque part. Sauf que je n'entends pas de proposition pour le compenser, parce que ça va avoir un impact sur nos services publics, sur la sécurité, sur la sécurité sociale. C'est de l'argent au moins pour ça, pour la sécurité sociale et pour les revenus de la fiscalité. Et c'est pour ça qu'avec le PTB, nous proposons effectivement d'alléger la fiscalité sur les travailleurs, mais aller chercher l'argent pour le compenser, notamment avec la taxe des millionnaires sur les fortunes au-dessus de 5 millions d'euros. Et ça va rapporter entre 8 et 10 milliards d'euros qu'on pourrait investir dans nos services publics. Alors, je propose qu'on en reste là sur la fiscalité et sur le pouvoir d'achat. On va accélérer un petit peu, si vous voulez bien d'accord. On va aller rapidement sur la santé. Je vais vous demander de donner juste les uns et les autres une mesure qui vous semble importante pour améliorer le quotidien des Belges en matière de santé. J'ai entendu parler de beaucoup de choses, de plan cancer, de gratuité de la consultation chez le médecin généraliste. Il y a d'autres idées qui circulent. Donc, s'il vous plaît, donnez-moi une mesure. On va commencer par Elisabeth de Grise. C'est super frustrant d'avoir une minute sur un enjeu aussi fondamental. J'ai dit une mesure. Oui, une minute sur un enjeu aussi fondamental que la santé. Donc si je dois vraiment me forcer à en choisir une, je vais choisir la prévention. Donc aujourd'hui, on est très mauvais, on est 24e sur 27 au classement européen en matière d'investissement en prévention. C'est vraiment un problème, parce que tant qu'on n'investit pas en prévention, on peut se préoccuper du budget de la santé qui continue à augmenter d'année en année. C'est inévitable. Si on ne travaille pas sur les causes, c'est inévitable que le budget augmente. Et donc augmenter la prévention, doubler les budgets alloués à la prévention et refédéraliser la compétence, parce qu'aujourd'hui, on entend trop dans les couloirs des régions, croyez-le ou pas, je l'ai entendu quand j'étais dans mon précédent boulot, on va quand même pas faire de la prévention parce que c'est l'INAMI qui va faire des économies. Et donc ça, c'est un scandale, parce que la santé des gens est en danger et on doit vraiment augmenter la prévention, augmenter l'éducation à la santé. Pour nous, ce sera la priorité numéro 1. Et donc refédéraliser, ça veut dire qu'on retire les compétences qui sont dans les régions et les communautés, on remet tout au fédéral. Mais aujourd'hui, la réforme de l'État en santé, je peux en parler 5 heures si vous voulez. Ça a été pendant 10 ans de la tuyauterie institutionnelle. On ne s'est pas préoccupé de santé publique. On ne s'est pas préoccupé de politique de prévention forte et partagée à l'échelle du territoire. On doit se donner des objectifs. L'obésité, c'est une catastrophe. Le diabète, c'est une catastrophe. Si on ne partage pas des objectifs de santé communs, ne fût-ce que sur ces deux enjeux-là, à 10 ans, on n'y arrivera pas. Et donc aujourd'hui, comme il y a une guerre des entités, eh bien nous on dit, on refédéralise, ce sera plus rapide et plus efficace. Alors Nabil Boukili. Bon, je pourrais dire pouvoir aller gratuitement chez le généraliste, mais si je devais choisir une mesure, je choisirais le respect pour le personnel hospitalier, qui n'ont pas été respectés avec la suédoise qui a augmenté l'âge de départ à la pension à 67 ans. Comment on peut travailler encore dans un hôpital quand on est infirmière, quand on est personnel hospitalier jusqu'à 67 ans, et qui n'ont pas été respectés par la Vivaldi, qui n'est pas revenu sur cette pension à 67 ans, alors que c'était une promesse électorale et que c'était un point de rupture pour des partis de la majorité, notamment le PS ici à côté de moi. Donc,
Une première chose, c'est redonner du respect au personnel hospitalier en ramenant la pension à 65 ans. Ce n'est pas possible de travailler dans un milieu aussi stressant, aussi difficile. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des infirmiers et des infirmières diplômés qui quittent le secteur et qui vont travailler ailleurs parce que les conditions sont déplorables et on ne peut pas faire ce travail jusqu'à 67 ans. C'est très pénible comme l'ensemble des travailleurs. Tous les travaux sont pénibles jusqu'à 77 ans. Alors, et là, il faut revenir là-dessus. Caroline Lézire. Je voulais parler également des conditions de travail du personnel soignant, mais comme mon voisin l'a fait, je vais prendre mon temps de parole pour parler d'un autre enjeu qui me semble fondamental, c'est l'amélioration de faire de la santé mentale des jeunes une priorité et même interentité en fait, parce qu'il y a plusieurs niveaux de pouvoir qui doivent intervenir là-dedans. C'est un peu un angle mort, notamment de la campagne, mais pas que, des politiques en général. On a beaucoup de jeunes qui sont très résilients, qui sont passés au-dessus des crises successives, etc. Mais on a une part de jeunes dont on parle pas assez souvent, qui sont en décrochage scolaire ou sociétal même, ou social. Et on n'a pas assez de place ni dans les unités ados des hôpitaux psychiatriques, ni dans les centres de jour, etc. On doit absolument se mobiliser. Frank Van den Broek a déjà pris une décision très utile en rendant gratuites les consultations chez les psys de première ligne conventionnés jusqu'à 23 ans. Mais on doit aller plus loin, continuer à lever les tabous sur la fréquentation des psychologues pour les jeunes et surtout renforcer l'offre de soins parce que là, on a un vrai problème en fait. J'allais parler de santé mentale des jeunes, mais Madame Désir l'a fait. J'allais parler de revalorisation des personnels soignants, mais M. Boukili l'a fait. Donc moi, je vais vous parler de prévention aussi, mais avec un focus différent. C'est le lien entre santé et environnement. Pourquoi on se bat pour une meilleure qualité de l'air? C'est pour préserver la santé des gens. Pourquoi on se bat pour avoir plus d'espace vert? C'est pour préserver la santé des gens. Aujourd'hui, à Bruxelles, un chiffre effarant, il y a 900 personnes qui meurent prématurément à cause de la pollution de l'air. C'est pour ça aussi qu'on se bat. Il y a aujourd'hui un différentiel d'espérance de vie de 5 ans entre quelqu'un qui habite Saint-Josse ou quelqu'un qui habite Woluwe. C'est aussi pour ça qu'on se bat. Moi, je ne me bats pas pour la planète. La planète, elle sera là. Elle était là avant moi, elle sera là après moi. C'est surtout pour préserver la vie qui est sur Terre. Et c'est pour ça aussi qu'on se bat. Et donc, les liens entre santé et environnement, il est extrêmement important. Oui, on parlait de santé mentale. Je veux juste dire que, par exemple, Good Move n'est pas très bon pour la santé mentale des automobilistes. C'est pas tout à fait le sujet du débat. C'est pas tout à fait le sujet, mais puisqu'on parlait de santé mentale et de lien avec l'environnement, je voulais indiquer que, dans tous les cas, nous, on voudrait vraiment miser sur le dossier médical global, puisqu'on sait qu'il y a un Bruxellois sur 3 qui n'a pas de médecin généraliste, et donc on voudrait proposer une réduction du ticket modérateur lorsqu'on passe par un médecin généraliste. Et évidemment, insister aussi sur la lutte contre la pénurie de médecins, et en particulier de médecins généralistes. Vous savez qu'on a doublé le nombre de quotas INAMI disponibles, et il y aura dans les prochaines années plusieurs milliers de médecins généralistes en plus, mais on pense qu'il faut encore aller plus loin, et notamment proposer une prime pour l'installation de stagiaires dans des zones qui sont déficitaires en médecins généralistes. François De Smet sur la santé. Je pense qu'il faudrait carrément supprimer ce quota INAMI, mais je le dirai une autre fois. Voilà. Deux courts éléments, mais ça rebondit évidemment sur tout ce qui a été dit. On avait dit un, ma voisine en a sorti au moins 3. Mais on a que mais c'est pas grave, je vous promets d'aller vite. Sur la revalorisation des aides-soignants, c'est capital, ça va être fait notamment via la réforme fiscale, mais ça peut aussi être fait par d'autres mesures comme le paiement des heures de stage. Il faut empêcher que ces personnes aient envie de partir après 1, 2, 3 ans. Et un dernier élément sur la prévention, il faut relier absolument désormais prévention et soins. On a deux mains qui ne savent pas ce qu'elles font l'une l'autre, et c'est pour ça qu'on gaspille autant. Effectivement, il faut investir dans la prévention, parce que ça va nous permettre aussi de faire des économies d'argent, mais aussi de douleur et de drame en soins. Et donc, il faut que tout ça soit réglé par une seule entité qui doit pour moi aussi être l'entité fédérale. Alors, on va continuer ce débat. Il nous reste à peu près une demi-heure à passer ensemble. Je vous rappelle, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, que vous regardez le débat des têtes de liste à la Chambre sur BX1 avec les 6 têtes de liste des grands partis francophones dans l'arrondissement de Bruxelles. Je voudrais qu'on parle de politique étrangère maintenant, pendant quelques minutes, si vous voulez bien. Et d'abord du Proche-Orient. On est dans une journée qui a de nouveau été marquée par le bombardement d'un camp de réfugiés à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. On parle pour l'instant de 45 morts. La Cour pénale internationale avait demandé il y a quelques jours la fin des attaques sur Gaza, et la Belgique, à la différence de l'Espagne, de l'Irlande, de la Norvège et d'autres États européens, n'a pas reconnu encore l'existence de l'État d'Israël. Première question peut-être pour Valérie Glatinier, est-ce qu'on est en retard?
Mais je ne pense pas. On sait qu'il y a une action qui est menée sur le terrain, notamment la ministre des Affaires étrangères s'est rendue sur le terrain pour délivrer une aide humanitaire. Et nous tenons une ligne claire, un appel au cessez-le-feu. On a bien sûr condamné l'attaque à Rafah, comme du reste, on a aussi également condamné le lancement de roquettes sur Israël. On tient évidemment à pouvoir délivrer une aide humanitaire sur le terrain. On appelle à la libération des otages. Et puis, on appelle également à une solution à 2 États. Alors, il faut voir évidemment quand se fait cette reconnaissance de la Palestine, puisque c'était le sujet, puisque on l'a dit et on l'a répété, la reconnaissance de la Palestine, c'est le sens de l'histoire, elle se fera. La question, c'est selon quels critères, qu'est-ce qu'on va reconnaître les frontières de 48, celles de 67, comment est-ce qu'on va assurer que la Palestine aura bien toutes les libertés et les droits fondamentaux, comment est-ce qu'on va également assurer la sécurité, comment est-ce qu'on va pouvoir régler tout ça. Et donc nous, on pense qu'il faut, au-delà du symbole, qui est évidemment très important, pouvoir vraiment se servir de cette reconnaissance de la Palestine comme d'un levier pour assurer la paix. Et au passage, moi je regrette beaucoup qu'il y ait une tentative d'importation de ce conflit évidemment dramatique et une volonté probablement aussi d'instrumentalisation du conflit à des fins électorales. Caroline Désir. Oui, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que Valérie Glatini vient de dire à plusieurs égards. D'abord, nous soupçonner d'instrumentaliser le conflit, je trouve ça odieux. On a voté une reconnaissance de la Palestine, figurez-vous, en 2015 au Parlement bruxellois, c'était il y a 9 ans, ce n'était pas en campagne électorale. Ce qui se passe à Rafah aujourd'hui est proprement insoutenable. On a vu l'armée israélienne qui a frappé un camp de déplacés géré par l'UNRWA au mépris du droit international. Les images que moi j'ai vues défiler sont vraiment absolument insoutenable. Il s'agit d'enfants massacrés, brûlés, découpés. Enfin, c'est vraiment, on a vraiment touché le fond là-dessus et je pense vraiment qu'on a loupé une occasion de reconnaître l'État palestinien alors qu'il y a un mouvement européen qui va dans ce sens avec 3 pays qui viennent de le reconnaître et un 4e qui va emboîter le pas. Je crois qu'au-delà du symbole, c'est très très important parce que c'est le premier pas et la condition préalable d'avoir 2 États qui sont deux États démocratiques reconnus qui puissent se respecter l'un l'autre. C'est la première étape pour pouvoir construire une paix. Parce qu'on doit déjà maintenant penser à l'après, en fait. Cette guerre est atroce, il faut qu'elle cesse le plus vite possible, un cessez-le-feu immédiat, qu'on libère les otages, etc. Mais après, on va devoir se parler, on va devoir avancer pour que les populations palestiniennes et israéliennes puissent vivre en pleine sécurité. Et sans la reconnaissance, sans la coexistence de 2 États, on n'y arrivera pas. Alors, juste pour être complet sur l'information, quand même préciser qu'Alexander De Croo indiquait aujourd'hui que la Belgique irait vers une reconnaissance de l'État palestinien, mais dans un contexte plus large, avec plus de pays. C'était l'intention du Premier ministre. C'est pas le moment maintenant, c'est quand le moment en fait. Alors, Elisabeth de Grise. Quand on agira de façon concertée au niveau européen, par exemple. Elisabeth de Grise. T'as dit quoi? Oui, Elisabeth de Grise. Et peut-être un peu rapidement, parce que vous êtes un peu en avance maintenant. Ah, mais non, je suis en avance, décidément, c'est compliqué. C'est la santé, voilà. Ah oui, ça doit être la santé. Non, mais donc, d'abord, moi, les images, je les regarde plus parce qu'elles sont tellement insoutenables que je ne sais plus les regarder. Donc, on est quand même face à des réalités aux portes de l'Europe qui sont extrêmement difficiles et qui appellent des solutions urgentes et ambitieuses. Nous, on soutient vraiment la reconnaissance de l'État palestinien, mais on pense que dans un débat pareil, il n'est pas temps de se disputer au sein de la Belgique sur le quand, le comment et le timing. Le Premier ministre a pris une position aujourd'hui assez claire. Ça ne veut pas dire que ça doit être fait dans 6 mois. Mais effectivement, l'échelle européenne est importante pour nous aussi dans ce débat-là. Donc voilà, oui à une reconnaissance, oui pour essayer de l'utiliser un maximum, d'une manière large, comme un levier pour arrêter les violences, parce que c'est catastrophique ce qui se passe. François Desmet. Il est temps que les armes se taisent, il est temps que les civils soient épargnés et que les otages soient libérés. Donc on est tous sommés comme ça de choisir des camps, mais les images sont abominables. Les Palestiniens ont droit à leur État. Les Israéliens ont droit à leur sécurité et les Palestiniens aussi ont droit à la sécurité. Moi, je crois que l'État de Palestine, ça ne doit pas être juste quelque chose de symbolique. Je ne veux pas juste un État en papier. Je veux un État avec des frontières, un gouvernement, quelque chose de sûr. Et là où on peut tous se faire un reproche, c'est que nous, Européens, et nous, communauté internationale, on a laissé tomber le Proche-Orient depuis 25 ans. Et là, je crois que tout le monde doit faire pression sur toutes les parties pour qu'on ait de part et d'autre, et désolé, ce n'est le cas ni de part ni d'autre pour l'instant, qu'on ait des interlocuteurs de paix.
Et là, tous les moyens peuvent être employés, en ce compris des condamnations légitimes. Mais voilà, je crois que l'État palestinien, ça doit être le fruit d'un processus de paix qu'il faut absolument reprendre. Et les Européens doivent absolument faire pression pour que ça... Qu'on comprenne bien votre position, François Desmet, ça veut dire que pour la reconnaissance, ce n'est pas le moment maintenant. Ça doit être l'aboutissement d'un processus de paix, mais on doit absolument se donner les moyens de le lancer maintenant, sans attendre. Nabil Boukili. Bon, moi sur ce sujet, j'en ai vraiment marre de l'hypocrisie des partis traditionnels et de la politique européenne et occidentale de manière générale. Parce que reconnaître l'État palestinien, ce n'est rien d'autre que de respecter le droit international et reconnaître le droit international. C'est Mme Glatini se pose la question sur quelles frontières et ainsi de suite. Il y a un droit international, les frontières de 67 qui sont reconnues. Il y a des résolutions qui définissent les frontières. Et donc il faut juste respecter le droit international. C'est le b.a.-ba. Mais surtout, il ne faut pas se cacher derrière ce débat de reconnaissance de l'État de Palestine qui est le b.a.-ba dans cette question pour ne pas sanctionner l'État d'Israël. Parce que, au-delà de dire qu'aujourd'hui il faut une reconnaissance de l'État d'Israël, on oublie au fait qu'on est complice dans la colonisation des terres palestiniennes par l'État d'Israël. Parce que le premier partenaire économique d'Israël, c'est l'Union européenne. Les armes qui bombardent et qui massacrent le peuple palestinien, ils transitent par l'aéroport de Liège, ils transitent par le port d'Anvers. Nous sommes complices, nous avons du sang sur les mains avec notre politique de complicité avec l'État génocidaire d'Israël. Et aujourd'hui, on est encore en train d'hésiter de reconnaître l'État de Palestine. On a pris 13 paquets de sanctions contre la Russie parce qu'ils n'ont pas respecté le droit international. Ils ont violé la souveraineté de l'Ukraine. Pourquoi aujourd'hui il y a 0 sanction contre Israël alors qu'ils sont accusés de génocide par la Cour internationale de justice et les rapporteurs de l'ONU en Palestine parlent d'un génocide avéré. Et aujourd'hui, on n'oserait même pas rentrer à Gaza de voir les conséquences de la politique génocidaire d'Israël. Et on se pose encore la question de reconnaître le droit aux Palestiniens d'avoir un État. C'est un scandale d'avoir encore ce débat alors qu'il y a des gens qui crèvent sous les bombes d'un pays ami et complice. Et c'est ça, en fait, la grande catastrophe dans cette problématique. Rajamawan. On a beaucoup parlé de droit international et effectivement, ça doit être notre boussole. Et aujourd'hui, c'est un euphémisme de le dire, que le droit international n'est absolument pas respecté. On a parlé d'histoire. Mais vous n'avez pas envie de marquer l'histoire, le MR ? Vous n'avez pas envie de dire aujourd'hui on a envie d'avancer sur une reconnaissance de l'État palestinien ? D'ailleurs, ça fait partie de l'accord du gouvernement. Ça fait partie. C'est un véritable levier pour la paix. Voilà. La reconnaissance de l'État de Palestine fait partie de l'accord de gouvernement. On parle d'histoire. Qu'est-ce qu'on va dire plus tard à nos enfants ? Qu'est-ce qu'on dira de ce conflit aujourd'hui ? On voit des camps de réfugiés se faire bombarder. On voit des enfants se faire massacrer. On voit des femmes mourir. C'est absolument insoutenable. Moi, je n'arrive même plus à regarder les images. Je n'arrive même plus parfois à nous regarder en face. Aujourd'hui, en Belgique, on a un consensus avec un parti qui bloque la reconnaissance de la Palestine et c'est absolument innommable. Par contre, en termes de cohérence, effectivement, Nabil Boukili l'a souligné, on a pris un paquet de sanctions face à la Russie. Il faut aussi des sanctions contre l'État d'Israël. Il faut aussi des sanctions contre le gouvernement Netanyahou qui reste sourd à tous les appels de la communauté internationale. Et c'est ça qui doit nous effrayer aussi. Comment on va contraindre un homme d'État qui a perdu un peu la raison et qui reste sourd à tous les appels. Et donc pour nous, c'est essentiel, on l'a déjà proposé avec les collègues socialistes par ailleurs du gouvernement, d'avoir des paquets de sanctions contre l'État d'Israël. Force est de constater que ça n'arrive pas parce qu'il y a des partis qui bloquent ça. Et donc, pour arriver aussi à un niveau de cohérence, j'ai parlé de l'Ukraine et de la Russie, mais il ne faut pas fermer les yeux sur les autres conflits également. Et donc, j'entends la position du collègue Boukili, et c'est très bien d'avoir un positionnement sur l'État de Palestine. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres massacres dans le monde, notamment les Ouïghours, sur lesquels on n'a pas beaucoup entendu les collègues du PTB. Je peux en parler si vous voulez. Valérie, je voulais simplement rappeler que, je l'ai dit, et à nouveau, je veux éviter une contre-vérité, la ministre des Affaires étrangères a dit qu'on allait reconnaître la Palestine, que c'était le sens de l'histoire, mais il faut en effet pouvoir le faire au moment le plus opportun pour se servir de cette reconnaissance, pour véritablement faire la paix sur le terrain. Et on voit bien pour l'instant qu'il vaut mieux agir, et c'était quelque chose que je partage avec d'autres partis également, dans un contexte européen, pour vraiment assurer la paix sur le terrain, plutôt que d'utiliser ça comme un symbole à un moment malheureusement.
La ministre des Affaires étrangères a un très beau discours, mais dans les faits, elle n'a pas soutenu cette reconnaissance. La ministre des Affaires étrangères est alors allée que sur le terrain. La ministre des Affaires étrangères a reçu aujourd'hui l'autorité palestinienne. Donc elle agit concrètement aujourd'hui même. Elle a reçu avec le Premier ministre le représentant de Nabil l'autorité Boukili, palestinienne. rapidement, s'il vous plaît. Oui, rapidement, juste pour rappeler à Mme Glatini, parce qu'elle dit qu'il faut agir dans un mouvement plus large. Il y a 140 pays qui reconnaissent l'État de Palestine. 140. C'est principalement les États de l'OTAN, en fait, qui ne reconnaissent pas l'État de Palestine. Et c'est là où il y a l'hypocrisie. Et sur la question des Ouïghours qu'a signalé Mme Rajamawan, je vous invite juste à aller lire l'article que j'ai écrit en mars 2021, où je condamne tout à fait la politique qui est menée par la Chine au Xinjiang. Et bien sûr que nous utilisons tous les termes qui sont utilisés par le droit international et par les Nations Unies pour condamner les violations graves des droits humains en Chine. Donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je ne vois pas pourquoi vous faites une comparaison qui n'existe pas entre les deux. Alors je vais vous emmener sur un autre terrain, si vous voulez bien. Je vais vous emmener en Ukraine avec les forces russes qui grignotent régulièrement du territoire ces derniers jours. Est-ce qu'il faut monter en puissance dans le soutien aux Ukrainiens ? Et jusqu'à où seriez-vous prêt d'aller? Est-ce qu'on doit envisager, comme Emmanuel Macron, d'envoyer des forces sur le terrain, de monter progressivement en puissance? Est-ce que le premier objectif, c'est d'arrêter la Russie, ou est-ce qu'on doit être plus nuancé que ça? On va commencer par François De Smet cette fois-ci. Alors, je nous trouve bien peu courageux dans notre soutien à l'Ukraine. Quand j'entends les déclarations du gouvernement et du Premier ministre et je vois ce que réellement la Belgique fait en termes d'apport de munitions, d'apport d'avions comparé aux Pays-Bas et aux autres, ce que la Russie fait depuis des années, c'est agir comme un État impérialiste. Il empoisonne ses opposants, il envahit ses voisins, il soutient même Bachar el-Assad en Syrie dans ses massacres. Et donc si Poutine ne perd pas quelque part, et si il n'est pas arrêté en Ukraine, c'est notre sécurité collective qui est vraiment en danger. Donc oui, il faut soutenir l'Ukraine aussi loin que possible. J'espère qu'il ne faudra évidemment pas aller jusqu'à des troupes sur le sol, mais très franchement, c'est maintenant que ça se joue, et c'est dans l'octroi de soutien pour que les Ukrainiens se débrouillent tout seuls. Et oui, c'est en partie la sécurité européenne, et ça c'est un méchant réveil que l'Europe doit pouvoir encaisser. Nous ne sommes plus un acteur du monde, nous n'agissons pas au Proche-Orient depuis 20 ans, et c'est en partie notre faute ce qui arrive, et de la même manière, nous n'agissons même plus sur notre propre sécurité. Je rappelle qu'on n'a plus que quelques mois avant que peut-être M. Trump revienne, et que l'OTAN peut-être ne soit plus une assurance suffisante pour notre défense. On doit envisager qu'il y ait des soldats belges qui allaient se battre en Ukraine? On doit envisager qu'un jour, des soldats belges et européens doivent aller se battre quelque part, et je crois que dans le monde où nous vivons, vous m'auriez dit qu'on aurait dû, il y a 5 ans, battre une pandémie et qu'on aurait vu le retour de la guerre en Europe, je vous aurais dit non. Donc il faut être honnête, je ne sais pas dans quel monde on sera dans 10 ans. Et donc il faut se préparer. Alors, Rajamawan. Même, on ne serait pas dans quel monde on sera dans 10 ans, mais même à la fin de l'année, dans quel monde on sera, puisqu'en 2024, la moitié de l'humanité aura choisi, sera passée aux urnes, et donc potentiellement fin 2024, on sera dans un autre monde. Pour répondre sur la question de l'Ukraine, effectivement, il y a déjà un effort qui a été fait avec la Vivaldi, avec un apport, un soutien militaire, avec des armes, du personnel médical et autres. Mais effectivement, après 2 ans, après des centaines de milliers de morts, il est temps de se poser aussi d'autres questions que le soutien militaire, qu'il faut pouvoir continuer, et toucher justement au nerf de la guerre qui est l'argent, et donc aller toucher aux avoirs russes, parce que c'est là aussi qu'on va pouvoir faire du mal à Poutine. Valérie Latini. Oui, très clairement, il est impératif de pouvoir arrêter la Russie parce Poutine a indiqué qu'il ne s'arrêterait pas à l'Ukraine. Donc en effet, il faut augmenter notre soutien à l'Ukraine. C'est ce qu'on a fait. Mon parti était à l'initiative d'une demande d'envoi de F-16 sur le terrain à l'Ukraine. Et évidemment, on voit bien ici qu'il est important aussi de donner une véritable perspective à l'Ukraine parce que les gens meurent sur le terrain, parce qu'ils montrent leur attachement à l'Union européenne. Et donc on a ouvert les négociations d'adhésion avec l'Ukraine, et ça c'est tout à fait décisif. Par rapport à la question, est-ce qu'on va envoyer des soldats belges sur le terrain? Évidemment, nous n'y sommes pas favorables à ce stade, mais ce qu'il est impératif de faire, c'est tout faire pour que Poutine ne gagne pas et tout faire pour que l'Ukraine résiste. Et donc effectivement, c'est impossible de complètement fermer la porte, mais je pense que l'urgence absolue maintenant, c'est tout faire pour que l'Ukraine ne perde pas. Alors, Nabil Boukili, j'imagine que vous ne serez pas tout à fait du même avis que ce qui vient d'être dit. Non, mais je pense qu'il faut absolument tout faire pour que cette guerre s'arrête et pour que des Ukrainiens, que des soldats ukrainiens, du peuple ukrainien arrêtent de mourir en fait dans son champ de bataille. Et je pense qu'il faut absolument investir là où on ne l'a pas encore fait, dans la diplomatie et dans le fait d'avoir un cessez-le-feu. Est-ce que ça veut dire que militairement on
n'aide plus les Ukrainiens? Mais c'est pas la question. La question, c'est non, mais c'est ce qu'on fait depuis 2 ans. Ça n'a pas marché. Il y a juste plus de morts. Non. Madame Glatini, vous voulez bien négocier avec Netanyahou? Vous voulez bien négocier avec Netanyahou? Vous voulez négocier avec Poutine? Et vous voulez négocier avec Netanyahou, Madame Glatini? Et vous allez faire comment? Vous allez faire comment pour faire la paix sur le terrain? Vous voulez négocier avec lui? Poutine, c'est inacceptable. On se rend compte qu'il y a quand même un agresseur et un agressé. Il y a un agresseur et un agressé dans le cas de l'Ukraine, Monsieur Bouki. Ça, c'est pas correct de dire qu'on va pouvoir négocier avec Poutine. Allez dire ça à Volodymyr Zelensky. Allez lui dire ça. Répondez à ma question, Netanyahou. On vient sur l'Ukraine. Non, mais je trouve que c'est... Je serais curieuse de vous entendre, donc répondez aussi à la mienne alors dans ce cas. Vous allez négocier avec Poutine? Bien sûr qu'il faut négocier avec Poutine, il faut négocier pour arrêter cette guerre. Vous voulez négocier avec qui, Madame Glatini, pour arrêter la guerre? Vous voulez négocier avec qui? Là, en l'occurrence, je pense qu'il y a clairement un agresseur et un agressé, et on doit clairement être du côté de l'Ukraine. Donc moi, je suis très fière qu'on ait, sous l'égide de Charles Michel, qu'on ait pu ouvrir les négociations d'adhésion. Alors, la position du BTV, est-ce qu'on aide militairement l'Ukraine ou est-ce qu'on arrête l'aide militaire? Non, si on veut aider les Ukrainiens, il faut arrêter cette guerre. Moi, je pense que c'est ça l'aide qu'on peut apporter. Donc ça veut dire arrêter l'aide militaire. Mais moi, je suis cohérent, M. Grosfilet. Je suis pour un cessez-le-feu et un arrêt de la guerre à Gaza. Je suis pour un cessez-le-feu et un arrêt de la guerre en Ukraine. La guerre ne fait que des morts en plus. Il faut trouver... Attendez. Il faut trouver une sortie diplomatique à ce conflit. Et oui, il faut imposer à Poutine le fait de respecter la souveraineté de l'Ukraine et de respecter la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Mais toutes les guerres, monsieur Grosfilet, se terminent par des négociations. Mais je vois que... Attendez, Madame Glatini... On va donner la parole à François De Smet, si vous voulez bien. Non, mais je pose une question. Non, François De Smet, c'est moi qui organise le débat. Donc François De Smet. C'est juste une question, parce qu'on d'accord, la guerre c'est mal, on est tous d'accord avec vous, monsieur Boukili. Votre collègue, Madame Merckx, chef de qui on groupe avait demandé un jour de choisir, est-ce que vraiment on met dos à dos, est-ce qu'il faut choisir entre M. Poutine et M. Zelensky, avait dit très spontanément ni l'un ni l'autre. Est-ce que vous assumez toujours que c'est votre position et que vraiment l'agresseur et l'agressé ici, il n'y a pas de différence? Non, il y a la Russie et l'agresseur, l'Ukraine et l'agressé. Mais assembler M. Zelensky à l'ensemble du peuple ukrainien, ça c'est pas juste non plus. Mais la Russie reste l'agresseur et l'Ukraine l'agressé. C'est pour ça qu'il faut, quand je dis qu'il faut arrêter cette guerre, ça ne veut pas dire au détriment des intérêts de l'Ukraine, non, en respectant la souveraineté de l'Ukraine et sa souveraineté territoriale. Mais pourquoi on ne veut pas aller sur la voie diplomatique pour arrêter cette guerre? Et Mme Glatini n'a pas répondu à ma question. Moi j'ai répondu à votre question, madame. Attendez, vous ne voyez pas Israël c'est une démocratie, un pays colonial c'est une démocratie. On a quitté Gaza, Israël. Non, mais c'est Mme Glatini qui revient avec ça. Mais c'est toujours moi qui organise le débat. Donc je vais donner la parole à Elisabeth de Grise. Oui. Nous, on pense que Poutine fait partie de ces nouveaux conquérants qui n'ont qu'un objectif, c'est mettre à mal la démocratie. Et on l'a vu, entre autres, au travers de fake news, on l'a vu, entre autres, au travers de ce qui s'est passé avec le Brexit. Raja Mawan a évoqué le fait que 50% des pays dans le monde votaient cette année. Il y a un risque très important sur notre démocratie. C'est la même chose avec le retour de M. Trump. On doit en être conscient. Ça, c'est un. 2. Est-ce qu'il faut continuer à aider l'Ukraine? Oui, évidemment. Et il faut le faire au niveau européen. On sait qu'il y a un projet au niveau européen qui est bloqué par la Hongrie. Il faut faire en sorte, si c'est nécessaire, d'activer l'article 7 pour que la Hongrie soit sortie du vote et qu'on puisse avancer. 3. N'évacuons pas le débat fondamental qui est la question d'une défense européenne. On n'est plus du tout un acteur européen fort, on ne l'a pas été, mais on doit le devenir, en matière de défense internationale et en matière géopolitique. C'est fondamental. On estime aujourd'hui qu'il y a 26 milliards d'euros qui sont quelque part dépensés inutilement parce que si on travaillait ensemble au niveau européen en matière de défense, on pourrait faire des économies. On a aujourd'hui des talkie-walkie qui ne se parlent pas d'un pays à l'autre. On a aujourd'hui des chars qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Et donc nous, on soutient de manière super claire un chef de la défense au niveau européen qui puisse être vraiment le patron d'un quartier général européen fort, parce que la meilleure manière d'éviter la guerre, c'est la dissuasion. Et on va terminer le tour de table sur l'Ukraine avec Caroline Désir. Je partage pas mal de choses qui viennent d'être dites par Elisabeth de Grise. D'abord, effectivement, on doit continuer à soutenir l'Ukraine le temps qui sera nécessaire et en particulier, évidemment, soutenir les plus fragiles, les femmes, les enfants dans cette guerre qui commence à durer longtemps. Militairement aussi. Enfin, le PS soutient l'effort belge qui est apporté à l'Ukraine dans sa défense face à l'agresseur russe. Je crois qu'il faut aussi nommer les choses. Et je
rappelle aussi que l'aide actuellement, elle est exclusivement destinée à l'armée régulière ukrainienne dans un objectif de défendre son territoire et sa population. On a effectivement toujours plaidé pour une fin de cette guerre dans le respect du droit international. Et évidemment, on ne pourra jamais accepter aucune modification des frontières qui soit imposée par l'Ukraine. Tout ça, c'est très clair. On doit aussi... Alors, est-ce qu'il faut augmenter les budgets de la défense maintenant ? Sans doute qu'on n'aura pas le choix. Il y a pas mal d'instabilité géopolitique dans le monde pour le moment et sans doute qu'on devra effectivement renforcer les budgets de la défense. Ça ne doit pas se faire pour autant au détriment d'autres budgets qui sont importants pour nous, comme celui de la sécurité sociale. On va avoir des élections, donc c'est un moment où les négociations budgétaires vont avoir lieu. Je crois que c'est aussi important de le dire. On ne peut pas plaider pour l'austérité d'une part et vouloir couper dans les dépenses publiques à tout va et dire pour la défense, là par contre on fait une exception. Je pense que ça doit rester évidemment équilibré. Alors Nabil Boukili, très rapidement. Oui, très rapidement, je pense que le meilleur soutien qu'on apporte au peuple ukrainien, c'est d'arrêter cette guerre, parce que c'est eux qui en souffrent le plus. Maintenant, cette hypocrisie, moi je la trouve insupportable, parce que pendant ce temps-là, si les bourreaux, c'est les Russes, ce qui est le cas, c'est eux qui agressent. Et les victimes, c'est les Ukrainiens. Aujourd'hui, il y a des victimes qui sont à Gaza et on continue de financer Israël en ayant l'accord d'association. Mais quand vous dites... Non, mais quand vous dites... Non, Madame Latini, je vous ai pas coupé quand vous avez parlé, mais il faut entendre, il faut aussi avoir le courage d'entendre. Quand vous dites qu'Israël est une démocratie, est-ce qu'un État colonial peut être démocratique? C'est condamné par le droit international. Est-ce qu'un gouvernement d'extrême droite dans le chef poursuivi, il est poursuivi par la Cour pénale internationale? Oui, Netanyahou est un criminel de guerre. Qui déstabilise nos démocraties, qui utilise vraiment les réseaux sociaux pour déstabiliser nos démocraties européennes. Ça, c'est vraiment inacceptable. C'est vraiment une stratégie russe pour aller manipuler nos élections, nos processus électoraux. Ce n'est pas possible d'imaginer qu'on mette ça par la Cour pénale. S'il vous plaît, Nabil. Netanyahou n'est pas poursuivi par la Cour pénale internationale. Nabil Boukili, s'il vous plaît, on est à l'Ukraine. On a changé de sujet. Et un dernier mot, Raja Marwan, et on change de sujet. Oui, très rapidement, je pense que c'est un sujet extrêmement passionnel, effectivement, parce qu'on parle de vie humaine, on parle de respect de la dignité, on parle de respect de droit international. Et ce qui doit nous guider, nous, comme démocratie, et singulièrement quand la Belgique a la présidence de l'Union européenne, c'est justement une cohérence. Et donc, d'avoir les mêmes attentes quand des pays agressent, des mêmes attentes quand des pays violent le droit international, des mêmes attentes quand on voit des choses flagrantes qui contreviennent au droit international. Et il faut pouvoir demander des sanctions. On l'a demandé pour la Russie, on le demande pour l'État d'Israël. Et c'est ça qui doit nous guider, c'est cette cohérence quand le droit international n'est pas respecté, au-delà des sensibilités de chacune et de chacun. Alors, il nous reste une dizaine de minutes. On va de nouveau accélérer le tempo, s'il vous plaît. Je vais vous demander de me citer un domaine. Il y a déjà eu une réponse tout à l'heure de la part d'Elisabeth de Gries. Un domaine sur lequel vous souhaitez des transferts de compétences, soit une refédéralisation, soit une régionalisation. Je vous demande une mesure et je vous demande d'aller vite, pas plus d'une minute chacun. On va commencer par Caroline Désir. Je dirais qu'il y a certainement des efforts de rationalisation à faire en matière de santé. C'est sans doute l'exemple le plus logique. On a parlé de prévention tout à l'heure. Je crois qu'on pourrait certainement rationaliser un peu entre entités fédérées, même en intra-francophone, certainement. Nabil Boukili. Oui, je pense que le secteur de la santé, ça s'est avéré pendant le Covid que c'était une mascarade. On a fait rire le monde entier, en fait, avec nos 9 ministres de la Santé, et sans savoir qui va commander les masques et qui va les avoir et qui va les distribuer. Je pense que ça serait du bon sens de refédéraliser le secteur de la santé. Raja Marwan. Pas de tabou autour de cette question. On est pour un fédéralisme de coopération et pas un fédéralisme de blocage. Et donc, on doit pouvoir se dire pourquoi on fait une réforme de l'État. Et ça ne doit pas être juste une fin en soi, mais de se dire voilà pourquoi on l'a fait pour justement augmenter la lisibilité des institutions. Et pas de tabou sur le fait de refédéraliser certaines compétences. Certains ont cité la santé. C'est un exemple par lequel on pourrait commencer. Alors, Elisabeth de Gries, vous avez déjà joué la carte santé. Une autre carte. Mobilité et climat. Donc l'enjeu, c'est que l'État fédéral retrouve un rôle d'arbitre, ça pour nous c'est fondamental, et que les réformes de l'État soient faites non pas parce qu'il faut faire des réformes de l'État ou parce qu'il faut arriver à un certain nombre de milliards d'euros, mais parce que ça apporte dans notre État de la lisibilité et de l'efficience. François de Smet. En fait, le climat n'a jamais été défédéralisé. C'est juste que ça concerne des compétences qui vont rester régionales, comme le logement, les transports, et qu'il faut un arbitre. Ça, c'est un. 2, il faut refédéraliser toute la santé, plus la politique concernant les handicapés, la pauvreté et les allocations familiales que les francophones, hélas, on a voté contre, ont bêtement régionalisé sans vraiment d'acquis. Voilà, il est aussi court que les autres. Valérie Glatini. Je crois qu'on sera
tous d'accord sur le fait qu'il faut plus de lisibilité et qu'il faut certainement refédéraliser la médecine préventive en particulier. Nous, on est aussi aux faveurs de davantage de liens entre les différents niveaux de pouvoir et par exemple la double casquette sur des compétences comme par exemple l'aide à la jeunesse et la santé parce qu'on voit les liens entre ces deux secteurs par exemple. Alors tout aussi rapide, puisque vous avez été remarquable dans la concision, je vous demande de faire le même exercice sur la question suivante. Quelle est l'alliance, la coalition que vous souhaiteriez au fédéral? Plutôt à droite, plutôt à gauche, avec la NVA? Absolument pas sans la NVA. Pareil, en 30 secondes. Elisabeth de Grise. On verra le 9 juin l'arithmétique. Pas plus de... Y compris avec la NVA, y compris avec le Vlaams Belang, si je vous pousse un petit peu, tout est possible? Non, le Vlaams Belang, ça c'est clair que non, le PTB, c'est clair que non, mais je pense qu'à un moment, la politique, c'est de l'arithmétique et que d'abord, la parole est au citoyen, c'est à lui de faire son travail. Et puis après, on fera le nôtre. Donc avec la NVA, c'est possible. François de Smet. Je vais faire une réponse un peu différente que d'habitude sur ces questions qu'on me pose tout le temps. Moi, je voudrais un moment que les Bruxellois s'unissent. Je trouve que les Bruxellois n'ont pas été respectés du tout lors de ce gouvernement, que ce soit sur le plan de relance, soit sur ce vol ou d'autres. Et donc, je propose aux Bruxellois qui sont ici de se mettre d'accord sur 3 choses. Ne pas aller dans un gouvernement sans une solution au survol de Bruxelles. Il n'y a que dans une négociation de gouvernement fédéral que ça se fera, sans renégociation de l'enveloppe Belliris sur le métro et sans renégociation de l'enveloppe pour les policiers et la norme KUL. Si entre Bruxellois, on défend les intérêts des Bruxellois, c'est... Valérie Glatini. Nous ne serons pas d'accord avec les extrêmes, qu'il s'agisse du PTB ou du Vlaams Belang, et nous allons même un pas plus loin, puisque nous ne souhaitons pas faire des coalitions avec les partis qui s'allieraient avec les extrêmes. Alors, Raja Marwan. Pour nous, c'est clair, on ne montera pas dans un gouvernement qui ne met pas la transition écologique et solidaire en son cœur et comme priorité, c'est-à-dire l'augmentation des bas et des moyens salaires, la protection de la santé. La question, c'était sur les partenaires. Avec qui c'est possible et qui c'est pas possible. Et donc la coalition la plus progressiste possible et qui nous permette de, justement, d'amener ces enjeux-là, je l'ai dit, l'augmentation des bas et des moyens salaires, la transition écologique et solidaire. Nabil Boukili. Comme le seul parti national, sûrement pas avec la NVA, qui est un parti nationaliste, sûrement pas avec le MR, qui est un parti libéral, et on est à l'opposé en termes de vision politique. Et je trouve scandaleux de mettre le PTB et le Vlaams Belang sur le même pied d'égalité. Ça, c'est vraiment malhonnête intellectuellement, parce que c'est pas du tout, on parle pas du tout de la même chose. Ça, c'est déjà pour rectifier. C'est déjà pour rectifier. C'est déjà pour rectifier, Madame Glatini. Très rapidement. Mais par contre, les partenaires, oui, c'est les partenaires de gauche, ça soit PS et Écolo, à condition de faire une alliance sur un programme de rupture. Oui, Caroline Désir. La coalition la plus progressiste possible, en tout cas celle qui nous permettra à la fois d'investir dans les soins de santé et de renforcer le pouvoir d'achat des citoyens. Ça, c'est vraiment pour nous les deux lignes rouges. Et évidemment, jamais avec l'extrême droite. Pour ce qui concerne l'extrême gauche, nous sommes persuadés qu'ils ne monteront jamais dans un gouvernement. Alors, c'est l'heure des comptes. C'est l'heure des comptes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est l'heure des comptes. On m'a communiqué qui avait le plus parlé. C'est Nabil Boukili qui a le plus parlé. C'est Elisabeth de Grise qui a été le plus économe en temps de parole. On va faire un dernier tour de table. Je vais vous demander de nous indiquer quels sont l'argument ou quel est l'argument ultime qui doit nous convaincre ou convaincre les électeurs, ceux qui nous regardent, de voter pour vous. On va donner 1 minute à Elisabeth de Grise et on va aller en décroissant. Il n'y aura plus que 15 secondes pour Nabil Boukili. Elisabeth de Grise. Alors je pense que l'intérêt de voter pour les engagés, c'est qu'on est un parti du centre, équilibré, qu'on s'adresse à l'ensemble des citoyens. On ne s'adresse pas uniquement aux personnes qui ont plus de difficultés ou aux personnes qui ont plus de facilités. On est vraiment équilibré comme une balance. On essaye de faire en sorte que toutes les mesures, qu'elles soient économiques, fiscales, climatiques, environnementales, au final, servent le bien-être de chacun et servent l'humain qui est fondamentalement au centre de notre projet. Vous avez encore une vingtaine de secondes. Ah, carrément, mais c'est bien, je profite. Alors, je pense que la force aussi de notre mouvement, c'est les 5 plans santé, climat, justice et police, fiscalité et numérique, qui sont les 5 piliers de notre projet de société qui est harmonisé parce que toutes les crises qu'on traverse sont interpénétrées et cette proposition répond à cette interpénétration des crises. On va donner également 1 minute à Caroline Désir. Alors il faut voter pour le Parti socialiste parce que nous voulons à la fois protéger les citoyens et leur redonner des perspectives d'avenir un peu heureuses après la succession de crises très difficiles qu'ils ont traversées. Notre méthode, c'est la solidarité, c'est notre arme aussi et nous avons 3 objectifs plus particulièrement renforcer le pouvoir d'achat, investir dans la santé pour protéger nos citoyens et renforcer la sécurité dont nous avons beaucoup parlé ce soir parce que c'est important que chacun puisse vivre en sécurité. Et vous avez encore une vingtaine de secondes. Ben voilà, écoutez, je pense que j'ai dit ce qui était... Vous pouvez le donner à la collectivité. Voilà, non, j'ai dit ce qui était important pour nous, je crois que le message est clair. On va donner également 1 minute parce que c'est dans un mouchoir de poche à Raja Marwan.
Alors si le 9 juin, la protection du vivant sur la planète vous intéresse, si le 9 juin, vous avez envie de donner une chance à l'augmentation des bas et des moyens salaires, si le 9 juin, vous avez envie de choisir un projet de société qui protège, un projet de société qui est un rempart contre l'extrême droite, un projet de société où chacune et chacun a sa place, quelle que soit son identité ou ses origines, c'est clair que si le 9 juin, vous avez envie de choisir un avenir plus juste, un avenir plus vert, il faut voter pour les écologistes parce que c'est le projet qu'on défendra bec et ongle. On va donner 30 secondes à François de Smet. Il faut voter défi parce que nous sommes un parti inclassable, atypique, qui a toujours été sincère et authentique, qui a toujours défendu aussi les intérêts des Bruxellois. Je parlais du survol et du financement de Bruxelles, ses capitales. On a aussi des valeurs chevillées au corps, on choisira toujours les valeurs sur le pouvoir. Je pense à la bonne gouvernance, on a fait nos preuves, à la laïcité politique, on est parmi les derniers à ramener. Rien que pour ça, il faut voter pour nous. Et on va donner 20 secondes à Valérie Lacchini. Si vous croyez qu'il faut augmenter votre pouvoir d'achat, si vous pensez qu'il faut soutenir ceux qui investissent, ceux qui épargnent plutôt que de les pénaliser, si vous croyez aussi dans la qualité des diplômes et la qualité de l'enseignement, eh bien sûr, il faut voter le mouvement réformateur. Et on va donner moins de 10 secondes à Nabil Boukili, puisque vous avez beaucoup parlé. Ça va. Si on veut le 9 juin tirer vers la gauche, il faut voter PTB. Depuis que le PTB existe, on a des mesures de plus en plus à gauche. Et surtout, le PTB est prêt à aller au pouvoir pour une politique de rupture. La balle est dans le camp du PS et des colos. Merci à tous les 6. Merci d'avoir participé à ce débat. Je crois que c'était la première fois, je ne me trompe pas, que l'ensemble des têtes de liste à la Chambre pour l'arrondissement de Bruxelles étaient réunis sur le plateau d'un média. Donc merci de l'avoir fait sur l'antenne de BX1. On continue donc pendant 15 jours, pendant 2 semaines, cette thématique des débats électoraux. Demain soir, vous aurez rendez-vous avec Michel Gaillard. Ce sera un débat consacré à l'élection régionale bruxelloise, donc le Parlement bruxellois, et on parlera spécifiquement de l'emploi et de la formation. Et puis il y aura comme ça chaque soir un nouveau débat qui vous sera proposé. Merci d'avoir été avec nous. Continuez à bien vous informer sur BX1 et à bientôt.